bonjour à tous, à nouveau, bonjour aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je me présente, je suis Anne-Lise Delpy. Je suis chargée de projet et référente territoriale pour le département de l'Ariège pour l'association IREPS Occitanie. Et je serai accompagnée aujourd'hui de mes deux collègues, donc Laure Hatcher-Sévy, qui est coordinatrice du DRAPS Occitanie, et Guillaume Reiss, qui est chargé de communication à l'IREPS Occitanie, qui vont assurer le soutien technique. Voilà, donc cette matinale, elle a pour thème One Health Kesako, c'est la présentation du concept Une seule santé et l'illustration par la prévention des maladies attiques. Donc nous aurons 4 intervenants aujourd'hui. Donc une première présentation de Patrick Giroudou, qui est professeur émérite d'écologie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheur dans le domaine de l'écologie de la faune sauvage et de ses liens avec la santé, qui nous présentera donc ce concept Une seule santé. Ensuite, nous aurons une intervention à deux voix, donc avec Aurélie Bineau, qui est directrice adjointe de la Maison des sciences de l'homme Sud à Montpellier et qui est chargée de recherche au CIRAD, et Estelle Lefrançois, qui est doctorante en sciences de l'éducation à la faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Donc, leur présentation a pour titre « Accompagner les acteurs d'un territoire dans une démarche One Health, ce que l'éthique nous apprenne en termes de gestion collective du risque ». Voilà, donc on fera une conclusion du coup sur cette prévention des maladies attiques à partir de là. Et ensuite, nous aurons Émilie Gabé-Grunezen, qui est éducatrice en environnement au CPIE de la Corrèze, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, et qui nous présentera l'escape game des énigmes attiques, qui est financé dans le cadre d'un appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Juste pour vous resituer un petit peu le cadre de ces matinales, donc c'est dans le cadre du DRAPS, lui-même qui est un dispositif qui est porté par l'IREPS, donc c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Occitanie. Donc les missions, elles sont d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, proposer également un appui documentaire aux professionnels et également au public. On contribue également aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires dans chaque département. On conçoit et on met en œuvre aussi des programmes à caractère régional ou local. Et on a pour mission également de développer la formation. Donc le DRAPS, il est porté par l'IREPS Occitanie, c'est le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé. Donc il a pour objectif de s'informer, de se former, d'échanger autour des actions en prévention et promotion de la santé sur le département de la région. C'est un dispositif qui est régional et partenarial, avec une programmation qui est fondée sur les besoins des acteurs. Tous les ans, on organise dans chaque département des comités départementaux du DRAPS qui nous permettent notamment de faire remonter les besoins de formation et des idées de thématiques pour ces matinales qu'on organise. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer cette thématique, puisque la thématique de One Health était remontée du comité départemental de l'Ariège. Donc, les matinales de la recherche, elles ont pour objectif de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, de valoriser les projets qui sont issus d'une recherche internationale en mobilisant des données probantes, d'évoquer aussi les freins, les leviers, les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle et d'aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte de transférabilité. Alors, juste pour info, vous l'avez vu passer, je pense, mais cette matinale, elle s'inscrit dans un cycle de visioconférences qui a pour thème de mieux comprendre les enjeux de santé environnementale en prévention et promotion de la santé. Donc, on a déjà une qui a eu lieu sur les inégalités environnementales de santé et les inégalités sociales de santé. Et il y en a 3 qui sont à venir. Donc, vous avez les inscriptions qui sont ouvertes pour celles du 7 et du 10 octobre, qui vont porter sur les évaluations d'impact sur la santé et sur comment influencer le changement alimentaire. Voilà, entre mi et fin octobre, on aura une matinale sur penser les liens entre santé environnementale et santé mentale qui s'organise en fait dans le cadre, en même temps que les semaines d'information sur la santé mentale. Voilà, et les inscriptions vont ouvrir prochainement. Alors, juste rapidement, la définition de One Health, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, c'est un schéma qui est issu du rapport annuel de l'OLEP. L'OLEP, c'est un conseil d'experts sur l'approche Une seule santé, qui a été créé dans le cadre d'un partenariat entre l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement. Donc, en fait, dans ce rapport, on a une définition du principe d'une seule santé qui est définie comme une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. En fait, ce concept, il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes, de l'environnement en général, des écosystèmes, elle est étroitement liée et interdépendante. Donc l'approche, elle mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés. On voit que c'est pas simple voilà, d'avoir cette approche-là, mais voilà, en tout cas la transdisciplinarité, elle est nécessaire. Voilà, ensuite on parle de One Health, vous avez peut-être entendu parler d'EcoHealth, de Planet Health, de One Welfare, etc. Ça, je laisserai Patrick peut-être vous expliquer un petit peu plus en détail ces différentes définitions. Voilà, donc je voulais juste vous présenter quelques ressources avant qu'on passe à la première intervention. Donc, on a fait une bibliographie commentée dans le cadre du DRAPS sur ce thème-là. Le PNSU, donc le Plan national santé environnement 2021-2025, porte quand même ce nom, un environnement, une santé. Donc, il y a quand même l'intégration au niveau des politiques publiques de cette thématique One Health. Voilà, et ensuite, je fais un petit focus sur la prévention des maladies à-tiques. Donc, vous aurez le PowerPoint ensuite sur le site du DRAPS. Donc, vous aurez des liens cliquables pour aller visionner ces différents outils. Donc, c'est une liste non exhaustive de ressources. Donc, si jamais vous avez aussi connaissance d'autres ressources, n'hésitez pas à le préciser et à le partager dans le chat. Voilà, et juste une dernière diapo sur le rôle des CPIE dans les centres permanents d'initiative pour l'environnement. Je vous parlais juste du CPIE de l'Ariège parce que c'est celui avec lequel je travaille, mais voilà, c'est un relais de l'action CITIC. CITIC, c'est un programme de sciences participatives qui associe en fait les citoyens à un programme de recherche sur les questions éthiques et qui permet en fait de mettre en place une ticothèque, on va dire, une bibliothèque de TIC, voilà. Et les CPIE, ils ont un rôle aussi d'information, donc ils proposent des stands, des animations, tout basé en tout cas sur la TIC et sur la prévention. Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher des CPIE de vos départements parce que ce sont des acteurs importants sur cette thématique-là. Voilà, j'avais fini pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Patrick Giraudot qui va donc vous présenter le concept de One Health. Bonjour à tous, on va prendre le temps de partager l'écran. On va commencer donc par présenter ce concept de One Health, ou en tout cas de prendre quelques exemples qui en montrent la pertinence. En fait, le titre était Une seule santé, Kesako. J'ai fait une communication il n'y a pas longtemps avec un titre un peu différent que je n'ai finalement pas changé, c'est Une seule santé au milieu du gué. Tout simplement, vous allez voir que quelque part, il nous reste encore pas mal de chemin à parcourir pour réellement être dans le cadre One Health, mais quelque part, c'est aussi un chemin qui est assez exaltant. Alors, le plan de la présentation, il va être relativement simple. On va d'abord commencer par rappeler et discuter ce qu'est ce concept d'une seule santé, et surtout l'illustrer par quelques exemples, et ensuite mesurer les éventuels chemins qui restent à parcourir. Alors, déjà, pourquoi ce terme est devenu un petit peu à la mode, qui ne parle pas de One Health pour le moment? Ça correspond surtout à comment dire, à l'augmentation constatée des fréquences d'un certain nombre d'événements de santé qui posent problème. Alors, bien sûr, le plus simple à rapporter, c'est celui de l'augmentation des épidémies, voire des pandémies en fréquence depuis pratiquement tout au long du XXe siècle et avec une accélération sur le XXIe siècle. Alors ça a été déjà pointé par Jones sur Nature. Alors, beaucoup se disent, ah bah oui, mais on voit plus d'épidémies simplement parce qu'on les observe mieux. C'est un biais possible, ça. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'article de Jones, c'est qu'il a réussi statistiquement à éliminer cet effet-là. Et en l'éliminant, on s'aperçoit quand même qu'on a bien une augmentation des fréquences. Donc, c'est pas simplement un biais d'observation quelque part, c'est bien quelque chose qui se passe. Et vous avez l'illustration sur une période plus récente dans un article de Serge Morand, qui montre le nombre d'épidémies locales ou plus générales telles qu'elles sont reportées dans le monde au fur et à mesure du temps, des années 60 jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant.
Alors, à partir de là, un petit problème, voilà. À partir de là, je vais simplement vous montrer pourquoi finalement, dans le One Health qu'a défini Anne-Lise tout de suite, c'est à savoir un essai d'équilibre, ou en tout cas de compréhension en quoi la santé de l'homme, des animaux et des écosystèmes est liée. C'est un exemple qui est très simple, mais qui est déjà ancien, qui date des années 60 et qui avait été, c'est des recherches qui avaient été conduites par Jean-Antoine Rioux, qui a été un des promoteurs de l'écoépidémiologie en France, avec un autre médecin qui s'appelle Golvan, et qui les deux avaient une éducation écologique, on va dire, parce qu'à l'époque, les études de médecine commençaient aussi avec des études de zoologie, de botanique, etc. En fait, c'était un tronc commun avec les études de sciences. Alors, on se projette dans le Kurdistan iranien. Dans le Kurdistan iranien, vous avez des rongeurs qu'on appelle des mérions. Et ces mérions sont au moins de deux espèces. Une espèce principale qui s'appelle Meriones vinogradovi, qui vit dans les cultures, hein, et puis une autre espèce qui s'appelle Meriones persicus, c'est des gerbilles, qui vivent dans les zones caillouteuses. Alors, dans les cultures, il y a beaucoup de ressources alimentaires, bien sûr, puisque c'est du blé, c'est des céréales, c'est tout ce que produit l'humain. Et là, c'est des populations qui subissent de grandes variations d'abondance, avec des pics très élevés de densité, plusieurs centaines d'individus par hectare, mais aussi des creux très bas, c'est-à-dire pratiquement rien. Et dans les milieux voisinant les cultures, vous avez une autre espèce donc, qui, elle, vit dans des milieux beaucoup moins productifs et donc qui est beaucoup plus stable dans ses effectifs. Alors la peste, je pense que tout le monde connaît un petit peu la peste, c'est une bactérie qui est transmise par une puce. Et cette puce, elle peut passer d'un individu à l'autre, d'un mérion à l'autre, et donc contaminer la population par la bactérie. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez une population de Meriones vinogradovi dans les cultures. À ce moment-là, les jeunes individus sont repoussés dans des milieux qui ne leur sont pas optimaux, donc dans les milieux latéraux, les zones caillouteuses où vit Meriones persicus. Et il se trouve que Meriones persicus, c'est une espèce qui est peu sensible à la peste, c'est-à-dire qu'elle est porteuse, mais finalement, elle n'en meurt pas toujours, en tout cas beaucoup plus rarement que l'autre espèce. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Meriones vinogradovi va récolter les puces de Meriones persicus, revenir possiblement dans le milieu où elle est très dense, et à ce moment-là, une épidémie de peste va se déclarer, mais dans la population de mérions, qui va les exterminer. C'est ce qui explique le déclin de la population et en gros le contrôle reset du système qui revient à zéro rongeur. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, quand les mérions, qui sont des gros consommateurs de blé et de céréales, qui peuvent stocker des kilos de réserves dans leur terrier, sont éliminés, il n'y a plus rien à manger non plus, puisqu'ils ont beaucoup mangé. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller déterrer les réserves de ces mérions, et donc se contaminer avec les puces qui étaient dans les terriers. Puces qui sont porteuses de la peste, puisque Meriones vinogradovi était en pleine épidémie. Alors, tout de suite, ce qui peut se passer, là, on a une épidémie locale, mais à partir du moment où on a une épidémie de peste qui se déclare chez l'homme, eh bien, on va avoir un cycle péridomestique qui peut passer chez le rat, puis ça peut vite déboucher sur une pandémie. Donc, ce que je veux montrer, ce que montre d'ailleurs Combe et Golvan par cet exemple-là, c'est que finalement, on ne peut pas comprendre une émergence épidémique si on ne comprend pas le système dans lequel le microbe, ou qu'il s'agisse d'un virus ou d'une bactérie, le microbe circule. Et voir l'émergence quand il arrive à l'hôpital ou dans les dispensaires, c'est déjà presque trop tard. On a déjà une épidémie qui démarre et qui couvait déjà bien avant. Alors, ce qui nous amène à quelque part le vœu qui a été fait de changer de stratégie. Vous avez vu que pour la pandémie de Covid-19, on s'est situé dans la partie droite de la figure, hein, c'est-à-dire qu'on a été surpris par l'épidémie, par son ampleur. On a été dans le sauve qui peut et la médecine d'urgence. Je ne parle pas des politiques aériennes qui ont été là autour, avec des débats sur lesquels on va pas revenir. On voit bien que le challenge, quelque part, c'est d'identifier les premières émergences, d'agir sur le système plutôt que sur l'épidémie et sur le démarrage. Donc, ça suppose une détection, une alerte précoce et une prévention. Mais souvent, l'alerte précoce n'est pas suffisante. On l'a bien vu pour la Covid-19, on a eu une alerte très tôt quand ça a démarré depuis Wuhan, quand on a pu voir que réellement il y avait un problème qui se passait. Ça n'a pas empêché l'épidémie de se propager. Donc, les mesures de biosécurité ou les mesures
d'alerte précoce, on voit bien qu'elles sont encore insuffisantes pour contenir une épidémie. Et donc, il faut pouvoir remonter encore plus en amont pour identifier les risques systémiques et les prévenir dans la mesure du possible. Et ça suppose à ce moment-là de connaître l'écologie des émergences, d'avoir une cartographie des vulnérabilités avant même que les premiers cas arrivent dans les dispensaires. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile, sauf que 70% des maladies infectieuses sont d'origine zoonotique et que donc, qu'avant de passer chez l'homme, elles sont déjà chez l'animal et que l'animal peut être sentinelle et que lui-même, animal, est dans un écosystème qui fait que l'épidémie peut démarrer ou non. Alors, le problème qu'on a, c'est que quelque part, le schéma classique qui est dans la tête de tous ceux qui font des études médicales, hein, c'est on a un pathogène, on a une infection due au pathogène, une maladie, et on soigne la maladie. Alors, bon, je suis un petit peu simplificateur en disant ça, parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il existe une médecine de santé publique, mais cette médecine de santé publique, elle est très dévalorisée actuellement par rapport à la médecine du soin. Alors, vous voyez un peu ce qui se passe, c'est qu'en fait, mais ça, on le sait quand même dans les études médicales, hein, le pathogène, ben, on a des différences d'infectivité et de virulence, on a des questions de susceptibilité des hôtes, on sait que l'état physiologique et psychologique de l'hôte peut jouer, tout un tas de paramètres liés à l'individu peut jouer. Ce qu'on, non pas qu'on l'ignore, mais on en tient moins compte, c'est que quelque part, ce sous-système qui est très proche du patient, il s'inscrit dans un système beaucoup plus large qui, lui, est le contexte social, économique et culturel, qui va être l'écologie du parasite par l'abondance du parasite, mais qui tient à l'abondance des vecteurs, des hôtes, la disponibilité des habitats, qui eux-mêmes sont sous dépendance du changement d'usage des terres, ou en tout cas des changements qui peuvent être opérés à des plus larges échelles. Donc, ce qui fait que quelque part, si on veut travailler en amont, on est obligé de travailler sur ces systèmes-là. Et ça nous complique terriblement la vie parce que ça oblige d'une certaine manière à un dialogue entre différentes disciplines qui n'ont pas l'habitude de coexister, enfin si, de coexister, oui, mais d'échanger et surtout d'avoir des convergences à la fois d'objectifs de recherche et de vocabulaire. Alors, vous avez en bleu quelques-unes de ces champs disciplinaires, parce que ce n'est même pas des disciplines, qui sont concernés par la transmission des maladies. Alors c'est à ça que One Health veut quelque part s'attacher. Alors si on va un petit coup maintenant dans le Jura, juste pour fournir un exemple, est un petit peu moins théorique, vous voyez que vous avez un paysage qui est très simple, le paysage du comté et d'un certain nombre de fromages AOP, donc des vaches montbéliardes, des prairies, des forêts, des marais ou des zones humides, ça paraît très simple. Mais dans les faits, il y a tout un tas de choses qui sont imbriquées, que vous pouvez voir ici. Dans la forêt, on a régulièrement des pics épidémiques de fièvre hémorragique, un syndrome rénal, hein, dû à un virus du groupe des hantavirus. On a des problèmes de pullulation de rongeurs qui sont dus à des changements de paysagers qui ont eu lieu dans les années 50. Ces pullulations de rongeurs entraînent des réponses des prédateurs à leur variation d'abondance, donc avec des communautés de prédateurs qui changent, donc des communautés de parasites qui passent par ces prédateurs qui changent aussi. On a pu montrer d'ailleurs à cet égard qu'il y avait des interactions entre les changements paysagers, les dynamiques des populations d'hôtes et la régulation de la transmission d'un parasite qui est létal pour l'homme qu'on appelle l'Echinococcus multilocularis, ce qui a été étudié bien sûr dans le Jura, mais aussi en Chine, dans d'autres systèmes avec les mêmes mécanismes. Hein. Et tout ce qu'on peut voir de négatif ici, parce que je vous cite une longue liste de maladies et de pestes agricoles, c'est pas que du négatif, parce qu'on sait aussi que ces paysages peuvent apporter des bénéfices de santé. Hein. Alors vous avez tout de suite en bas la maturation du microbiome intestinal qui est lié en fait à l'environnement fermier qu'on peut avoir dans les premières années de vie. Bon, c'est quelque chose qui est connu. Il y a d'autres publications qui montrent que la biodiversité en ville est très liée au bien-être ressenti par les habitants. Donc, on a tout un système où finalement, il est très difficile d'isoler une composante plutôt qu'une autre. Voilà. Alors, là, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous détailler ce schéma, c'est simplement cette belle photo que vous avez vue avant, elle est résumée ici par les interactions de cause à effet qui sont d'ordre systémique dans ce cas-là, qui ont amené en quelque sorte à approcher tous les phénomènes de santé, mais aussi les phénomènes agricoles que je vous ai brièvement décrits plus haut. Ce qui fait que ce système-là, il est le creuset, en quelque sorte, ou le lieu où des intérêts
apparemment contradictoires peuvent se manifester, enfin se manifestent d'ailleurs. Il est question de ressources en eau, il est question de pêche, il est question d'agriculture, d'alimentation. La politique internationale, en fait, la politique agricole commune qui a changé les paysages a amené d'une certaine manière les populations de rongeurs par les changements de pratiques agricoles. On a des questions de pathologie de la faune sauvage, qu'elle regarde autant les maladies qui sont transmises à l'homme que celles qui régulent les populations elles-mêmes de campagnols. Et puis, vous avez des questions après de conservation et de biodiversité, parce que ces variations de densité de campagnols qui, en même temps, sont aussi les causes de variation de densité d'intensité de transmission de certaines maladies, c'est aussi des éléments de variation de densité de prédateurs qui ont des effets sur des espèces d'intérêt comme le lièvre ou comme le grand tétras qui peut être d'intérêt synergétique ou pour la conservation. Donc vous avez un gros problème et on se rend compte de plus en plus qu'un écosystème finalement n'existe pas, c'est qu'on a ce qu'on appelle un socio-écosystème, c'est-à-dire un système dans lequel l'homme joue un grand rôle. Il ne s'agit pas de parler de déséquilibre, c'est un autre équilibre qui est dû simplement au fait que le système est complexe. Alors pour vous donner une idée de la manière dont sur le terrain ces choses-là peuvent être traitées et comment un élément santé peut s'inscrire dans un espace plus large, je vais vous passer une petite vidéo de 4 minutes qui va vous montrer ce qu'on est en train de faire pour le moment en Franche-Comté à propos de questions qui se posent autour du renard. Beaucoup l'ignorent et lui ne s'en doute sûrement pas, mais le renard est au cœur de nombreux débats. Tous les 3 ans notamment, quand il s'agit de savoir si le renard est une espèce nuisible ou non. On parle aujourd'hui plus précisément d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et dans le Doubs, comme ailleurs, c'est avec un arrêté ministériel qu'une réponse binaire doit être apportée à cette question. C'est oui ou bien c'est non. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses pour le renard sur sa régulation par tir ou piégeage qui peut ou ne peut pas être autorisé en dehors de la période de chasse. Pour prendre cette décision sont réunis autour de la table agriculteurs, chasseurs, naturalistes, chercheurs et représentants de l'administration. Pas facile évidemment de mettre tout le monde d'accord et pas facile de statuer sur cette question. Surtout que le renard occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et que sa densité est variable, mais en moyenne plutôt élevée dans le Doubs. Certains lui reconnaissent un intérêt en tant que prédateur de campagnols, ce petit rongeur qui peut faire des grands dégâts dans les prairies du secteur. Certains, à l'inverse, lui reprochent d'être toujours un voleur de volailles et de décimer des espèces sauvages comme les lièvres ou les oiseaux. Et pour finir, on pointe sa responsabilité dans la transmission de l'échinococose alvéolaire, une maladie parasitaire transmissible à l'homme dont le Doubs est l'un des foyers historiques. Chacun a donc ses arguments, ses contre-arguments et ses interrogations quant au classement ou pas du renard comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. En novembre 2018, émerge l'idée du projet Carelli. Avons-nous toutes les données suffisantes pour pouvoir décider? Sur la centaine d'articles scientifiques épluchés, aucun ne répondait totalement à cette problématique. Une autre question se posait, c'est l'applicabilité de ces résultats par rapport à nos écosystèmes du massif jurassien. Pour trancher, il faut échanger des savoirs, réunir des informations et surtout les analyser. Carelli, pour campagnol, renard, lièvre, a regroupé dans notre département de nombreux acteurs. L'objectif étant d'arriver à guider et objectiver les futures décisions concernant son classement. Alors le programme Carelli va se dérouler dans 2 zones du département pour tenir compte de la variabilité des milieux et du coup on va se retrouver avec une zone sur les premiers plateaux et une zone dans la zone de montagne sur lesquelles le statut du renard est différent. Un premier secteur où le renard sera chassé et piégé, et puis un deuxième secteur où là au contraire il ne sera ni chassé ni piégé. De fait il sera intégralement protégé sur ces 2 secteurs. Et c'est cette différence de statut que le programme Carelli tient à comparer. Et pour cela, eh bien, un certain nombre de paramètres seront mesurés dans ces différents secteurs. On va ainsi quantifier la variation d'abondance des renards, des lièvres et des espèces d'oiseaux nichant au sol, mais aussi quantifier l'abondance des campagnols. En parallèle, on va suivre l'échinococose et les renards porteurs de cette maladie. Les dégâts causés par le renard seront également recensés. Une telle étude ne se mène pas en quelques mois ou en une année. C'est sur le long terme que le dispositif Carelli a pour but d'exister, au moins 10 ans, afin de couvrir un cycle démographique de campagnols. Toutes ces opérations feront l'objet d'un suivi sociologique. Il s'agira de s'intéresser à la controverse portant sur le statut du renard et de suivre la dynamique du collectif qui conduit cette étude. Il s'agit donc de se saisir d'une occasion pour forger de nouvelles méthodes d'aide à la décision.
Par exemple, créer un modèle d'approche socio-écologique qui pourrait être repris pour d'autres espèces ou dans d'autres espaces. Donc l'idée est de travailler sur des bases scientifiques, c'est-à-dire des questions et des protocoles rationnels qui sont co-construits par toutes les parties prenantes. Choix raisonné et raisonnable. Par exemple, de gestion des espèces, si nécessaire, pas obligatoirement, et donc de protection de la biodiversité dans son ensemble. Alors, bon, c'est un exemple d'approche intégrée où l'événement de santé, finalement, est placé dans un contexte beaucoup plus large, hein. Alors, si on revient à cette idée de One Health, d'une seule santé, hein, c'est-à-dire cette idée de prendre en compte les interactions entre santé animale, santé des écosystèmes et santé humaine, étant dans le nouveau. Bon, en fait, pas tellement, hein, parce que vous avez, si on remonte au traité hippocratique des airs, des eaux et des lieux, à l'époque, on ne savait même pas ce qu'était qu'un microbe, mais il y avait bien dans l'idée que l'environnement, finalement, façonnait, ou en tout cas permettait qu'il y avait des environnements plus favorables à la transmission de maladies. Je ne veux pas détailler non plus la découverte du bacille du charbon par Louis Pasteur, Chamberlain et Émile Roux dans les champs maudits de la campagne de Chartres, mais bon, on a eu un interview des paysans, on allait voir s'il y avait ce qui se passait dans les champs où il y avait problème, on faisait de l'expérimental derrière, on était déjà dans une approche intégrée. Eugène Pavlovsky, c'est un général de l'armée russe, qui lui nous amenait le terme de landscape epidemiology, et qui partait de l'idée qu'un paysage pouvait permettre de deviner en quelque sorte les maladies qui circulaient. Et en France, on a eu l'école de Jean-Antoine Rioux, je vous en ai parlé en début d'exposé, hein, qui a forgé le terme éco-épidémiologie. Alors, quel chemin devant nous? Je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus, oui, je pensais le faire, mais j'avais manqué de temps, c'est pas très grave, hein, c'est ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'on avait déjà des approches pluridisciplinaires du temps de Pasteur, et qu'on aurait parfaitement pu appeler One Health déjà, hein. Le concept de One Health, cependant, et c'est là qu'est le problème, s'il est facile à comprendre et est assez mal mis en œuvre, je dirais ça. Alors là, il faut reprendre un petit peu l'historique de sa mise en place. One World, One Health, c'est l'OMS en 2008-2010, mais ça s'est résumé très souvent en un dialogue très utile d'ailleurs entre vétérinaires et médecins, et ça a bien marché pour toutes les maladies qui étaient zoonotiques certes, mais dont le réservoir principal était des animaux domestiques. On arrivait à éliminer par exemple l'échinococcus granuleuse de certaines îles. Le problème, c'est que le challenge, il est beaucoup plus large maintenant, c'est-à-dire qu'il s'agit d'élargir en fait cette bilatéralité à la trilatéralité qui consiste à prendre en compte vraiment le fonctionnement des écosystèmes et surtout des contraintes que pose le fonctionnement d'un écosystème. Autrement dit, ce qu'on voit comme un tripode où les cercles sont plus ou moins dilatables, quelque part, on en vient maintenant de plus en plus à considérer qu'on a un écosystème qui contraint les maladies, mais pas que les maladies des animaux sauvages et domestiques, qui contraint eux-mêmes les maladies humaines, au moins pour ce qui est infectieux. Le problème qui se pose aussi, c'est une sorte de déséquilibre entre la recherche telle qu'elle est pratiquée sur la médecine curative et le One Health. Vous avez un exemple ici avec la recherche sur Ebola, plus de 1 milliard entre 1997 et 2015, 60% pour les vaccins, 30% pour les nouvelles thérapeutiques, 10% pour les diagnostics, fantastique pour les gens qui peuvent se le payer, c'est-à-dire à peu près un petit pourcentage de la population mondiale et de la population concernée. Et si on se tourne du côté du travail sur le réservoir pour comprendre comment le virus arrive à la population humaine, ben vous voyez, le seul schéma qu'on a, c'est celui du CDC qui nous dit que are believed, bon, effectivement, peut-être les chauves-souris, through contact with an infected bat or the wild animals, mais quelles conditions, ça on ne le sait pas. Et j'ai essayé de trouver les financements qui étaient mis sur ce genre d'études, c'est-à-dire les études qui étaient des études sur l'amont, avant que la maladie existe, ben, j'en ai pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que c'est sans commune mesure avec le milliard qui est mis sur, sur le soin. Alors, Annelise vous a parlé du détail de One Health, hein, équilibrer et optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Bon, ça c'est quelque chose qui est important et on en vient de plus en plus à l'idée que la sécurité sanitaire, ça sera forcément un compromis.
le zéro risque n'existe pas, y compris de ce point de vue-là. Il faudra bien quelque part pondérer les coûts des différentes sécurités. On sait par exemple que pour la démoustication, l'épandage d'insecticides, notamment de DDT, est quelque chose qui est plus problématique, malgré que quelque part, il est aidé à contrôler la malaria. Donc, équilibrer et optimiser, c'est une tâche difficile parce qu'il y a des problèmes éthiques qui se posent derrière. Reconnaître que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et l'environnement au sens large est étroitement liée et interdépendante. Et quelque part, et on l'a vu dans la vidéo, il s'agit de faire participer et d'intégrer les communautés qui sont intéressées aux résultats et d'être un peu moins top-down qu'on l'est pour le moment. On a vu les limites du top-down aussi dans la récente crise sanitaire. À un moment donné, il faut aussi que les gens puissent agir par leur propre initiative. Bien, alors, le schéma qu'a présenté Annie et sur lequel je vais revenir brièvement, vous voyez, il est un peu plus compliqué que les trois triptyques qu'on présente classiquement quand on veut présenter du One Health. C'est que si on va plus loin dans la définition du One Health, on voit que ça pose tout un tas de questions d'implication des secteurs et des disciplines. Bon, ça, on l'a vu. Mais quelque part, on a aussi des problèmes d'échelle. C'est-à-dire que les choses peuvent se raisonner au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau mondial. Et quelque part, il y a comment dire, chaque échelle dépend de l'autre d'une certaine manière, à la fois dans le top-down et dans le bottom-up. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire encore, passer d'une échelle à l'autre. C'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir prendre en compte. L'équitabilité est aussi quelque chose d'important. On le voit bien dans la transition écologique telle qu'elle est en train de s'opérer. On ne rendra acceptable des décisions de compromis, qui seront forcément des décisions de compromis, que si l'équitabilité entre les individus et les peuples devient évidente. Alors, il y a une floraison de vocabulaire, Annelise vous en a brièvement parlé, je ne veux pas détailler là-dessus, c'est mouvant, ça tient simplement à l'idée que l'idée d'une meilleure intégration des différentes disciplines qui peuvent contribuer à la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes vient de disciplines différentes qui chacun ont formé leur propre vocabulaire. Alors, quelque part, on a une évolution du vocabulaire qui tient à deux gradients. Un, être très anthropocentré, bon, ça c'est la médecine humaine classique, hein. Ou à l'être beaucoup moins, on va tomber sur écosystème health ou eco-health, voire one health. Et puis être très réductionniste, c'est-à-dire s'attacher à une cause, un effet, ou beaucoup plus holistique, hein, ça c'est l'autre gradient. Alors à l'extrême, vous avez ce qu'on appelle eco-health, mais pour le moment, one health et eco-health sont en train de devenir synonymes. Simplement, eco-health a été défini plutôt par des écologistes et one health par le couple médecin-vétérinaire avec un gros poids des vétérinaires. Alors, à l'origine. Alors, ce que je voulais dire aussi pour conclure, c'est que One Health ne se limite pas aux maladies infectieuses. Là, j'ai pris des exemples en maladies infectieuses, mais dès lors qu'on travaille sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les modifications anthropiques, donc sur le socio-écosystème, il y a bien sûr la question de l'émergence des pathogènes. Mais derrière les pathogènes, on peut prendre l'exemple de l'antibiorésistance, dans la mesure où vous avez des relations fortes entre l'usage des antibiotiques en agriculture, leur mise par les hôpitaux, mais aussi par les effluents agricoles dans l'environnement, qui favorisent l'apparition de souches résistantes, qui, elles, peuvent revenir à l'hôpital. Donc, vous voyez que là, vous avez une approche écosystémique aussi dans l'antibiorésistance, qui n'est pas directement celle des maladies infectieuses. Vous avez la question des pollutions toxiques qui n'affectent pas que l'homme, mais qui affectent tous les écosystèmes. En gros, tous les produits chimiques, les millions de produits chimiques qui sont mis en circulation dans l'environnement sans toutefois mesurer bien les effets à la fois sur les écosystèmes, sur la santé animale et sur la santé humaine. Et puis, vous avez des questions de santé immunométabolique, mettons-la comme ça, l'obésité qui tient au bien-être, mais le bien-être tient aussi à l'écosystème dans lequel on vit. Donc, le One Health ne se limite pas aux maladies infectieuses, même s'il est parti de là. La feuille de route, on va la passer rapidement. Hein. C'est ce qu'on a dit il y a 3 jours à l'Académie de médecine qui nous avait demandé de faire une présentation justement sur One Health. Hein. La recherche sur l'amont pour une meilleure connaissance des écosystèmes et de leur impact sur la santé ne peut pas se faire sans un dopage des financements. Qui dit dopage des financements dit rééquilibrage. Donc, les disciplines concernées trouveront-elles un appui parmi celles concernant la santé humaine et vétérinaire? C'est ce qu'on a demandé aux académiciens. La deuxième chose, c'est la recherche sur le lien entre environnement et santé présuppose des comparaisons dans un espace mondialisé et un suivi sur le long terme.
Donc, qui va plaider pour une structuration de la recherche qui permette cette double dimension spatiale et temporelle, et notamment sur des observatoires qui prennent en compte les 3 types de santé? On a une coopération interdisciplinaire, intersectorielle qui ne peut pas se faire sans des formations communes. Et les études médicales, ça c'est la question qu'on avait posée, mais j'y ajoutais depuis, les vétérinaires et écologiques, sont-elles assez ouvertes à ces problématiques? Qui est capable d'aller vers les autres, en fin de compte? C'est la question, elle est souvent en marge de son domaine de confort. Hein. Et puis enfin, l'impact des changements environnementaux sur la santé concerne tous les citoyens, et ça suppose donc une dimension participative, y compris dans la recherche. Hein. Donc, qui en prendra l'initiative? Alors, on va dire, avec le petit montage, vous avez vu qu'on a essayé localement de faire des choses, mais bon, c'est vraiment minime par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire. Voilà, j'ai un petit peu débordé, donc je vous remercie pour votre attention, et bien sûr, je suis tout à fait ouvert à toutes les questions ou remarques que vous voudrez bien faire et questions que vous voudrez bien poser. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour cette intervention. N'hésitez pas, du coup, à poser vos questions dans le chat. Et je vais laisser la parole à la prochaine intervention, du coup, donc à Aurélie Binot et Estelle François. Bonjour, merci beaucoup Anne-Lise et puis merci Patrick pour cette formidable introduction. Voilà, donc on va rebondir sur le paysage qu'a planté Patrick autour de ces approches intégrées de la santé. Et on va l'illustrer, on va essayer aussi avec Estelle d'illustrer ça sur un problème qu'on peut aborder avec une démarche de prévention. Donc, le problème des tiques et des risques associés aux tiques à l'échelle d'un territoire. Donc, on va positionner cela à nouveau dans le cadre, on parle de One Health aujourd'hui, mais finalement, si on veut le mettre en opération, ce concept One Health, si on veut vraiment mettre en place une mise en œuvre et une démarche multi-acteurs pour faire réellement du One Health, ce qui importe, c'est de bien comprendre les processus socio-écologiques qui vont générer des problèmes de santé, et cela dans un nexus agriculture, santé, environnement. On prend du recul par rapport à la problématique santé humaine, et comme Patrick l'a très bien illustré et posé un cadre théorique pour cela juste maintenant, il s'agit de comprendre finalement l'ensemble des interactions à l'échelle du système, des liens de cause à effet et de ce qui va finalement générer de nouveaux problèmes sanitaires. Donc, ça implique, dans un socio-écosystème, de comprendre les dynamiques démographiques, ce que l'urbanisation, par exemple, va engendrer en termes de modification des milieux et d'émergence potentielle de nouveaux types de risques, de tout type, toute la mobilité animale, humaine, mais aussi les pratiques agricoles, l'intensification agricole, les filières d'élevage, toute la problématique foncière avec des tensions foncières qui vont avoir aussi des répercussions sur la modification de l'habitat, mais aussi la manière dont on gère tous les types de déchets, l'impact sur la qualité des eaux, l'impact du changement climatique, donc un tas de processus socio-écologiques assez complexes finalement qu'on essaye de comprendre au niveau du socio-écosystème dans sa globalité. Et comme l'a très bien dit Patrick aussi, il ne s'agit pas d'aller opposer dans cette démarche de compréhension de ce qui est à l'œuvre dans le système, d'opposer la dimension sociale et la dimension biologique. Il s'agit de comprendre les équilibres qui se font, comment les choix de gestion d'un système, d'un territoire, les choix commerciaux, les choix pour des systèmes sociopolitiques, comment tout cela va avoir un impact sur le système biologique, sur les habitats naturels, sur un tas de dynamiques écologiques, et comment cet impact sur notre système biologique va à nouveau induire de nouveaux comportements et des actions humaines au niveau des sociétés à différentes échelles qui vont à nouveau impacter le système. Donc, il faut voir cela finalement comme quelque chose de très dynamique, comme une trajectoire où les choix sociétaux vont façonner finalement un chemin pour les socio-écosystèmes et qui vont se traduire dans des réalités territoriales. Alors, la question qui se pose finalement quand on parle de prévention des risques One Health, ça va être ce que l'on peut faire à l'échelle d'un territoire pour finalement essayer d'anticiper les risques qui peuvent survenir dans la trajectoire que l'on a choisie par rapport aux choix sociaux, économiques, politiques que l'on fait dans un certain contexte culturel aussi, et comment on peut finalement appréhender
le futur, le devenir de la santé du territoire comme un commun. Dans les exemples qui vous ont été donnés juste avant dans cette introduction, vous avez vu que finalement, ce qu'il importe, c'est de pouvoir comprendre, avoir accès à la connaissance de ce qui se passe réellement sur un territoire dans un socio-écosystème donné, et que pour avoir cette connaissance fine et pouvoir prendre des décisions judicieuses pour aller dans un sens de prévention des risques, donc se situer en amont des alertes et d'une émergence d'épidémie. Il faut bien sûr mobiliser du savoir scientifique, mais il n'y a pas que ça. Il y a un tas d'acteurs du territoire qui savent déjà tout ce qui va avoir attrait aussi à l'aménagement du territoire et à un ensemble de faits, qu'il s'agisse de faits sociaux ou de réalités biologiques, qui vont nous permettre de comprendre la trajectoire de ce territoire. Mais ce qu'il importe aussi là-dedans, c'est de pouvoir finalement motiver tous ces acteurs à échanger ce qu'ils savent et à se réunir autour d'un commun qui serait la santé de leur territoire. Et pour aller dans ce sens-là et aller vers la construction d'un commun, appréhender le territoire comme un commun, la santé du territoire comme un commun, et pour s'inscrire dans finalement ce changement de paradigme que Patrick a décrit, qui est de ne plus considérer que les problématiques de santé en fait, sont gérées dans l'urgence et quand l'épidémie est installée, mais de se situer en amont, c'est tout un autre état d'esprit par rapport à la santé, où on ne se focalise plus sur la maladie, on ne se focalise plus sur ce qui va rendre malade, mais bien sur un ensemble d'actions, de prévention qui vont nous permettre de rester en bonne santé. Donc, c'est finalement passer d'un paradigme pathogène à un paradigme salutogène. Donc, cette réflexion, elle n'est pas nouvelle, même si aujourd'hui, elle commence à avoir beaucoup de sens dans nos sociétés, compte tenu des crises environnementales et sanitaires auxquelles on fait face depuis quelque temps. Mais ces notions-là avaient déjà émergé dans le champ de la sociologie dans les années 80, donc il y a presque 50 ans. Donc, comment fait-on maintenant concrètement pour mettre tout cela en action à l'échelle d'un territoire? Il s'agit de repenser collectivement les liens entre la santé des hommes, des animaux et de l'environnement, de pouvoir modéliser cela. Donc, vous avez vu le type de schéma d'interaction, des diagrammes d'interaction qu'on peut faire pour comprendre finalement ce qui se passe au niveau de tout le système. Mais ce n'est pas le tout de comprendre ce qui se passe. Il s'agit aussi, sur base de cette connaissance et de cette représentation partagée de ce qui est à l'œuvre au niveau d'un territoire, d'arriver à accompagner l'ensemble des acteurs qui peuvent poser des actions de prévention, qui peuvent, en changeant des pratiques, en changeant la manière dont ils interagissent entre eux aussi, arriver à maintenir le système en bonne santé et à éviter justement qu'il y ait des émergences. Donc ça implique d'engager, en fait, de créer un espace de rencontre où les habitants d'un territoire vont pouvoir échanger leurs connaissances, formaliser leurs connaissances et sur cette base-là, éventuellement, modifier leurs pratiques et négocier, parce que à la base, entre agriculteurs, médecins, élus locaux, un tas d'acteurs vont avoir des avis très différents sur la question, mais cet espace de concertation, finalement, un cadre de concertation où on va pouvoir comprendre ce qui est à l'œuvre et décider ensemble, c'est un petit peu l'enjeu des sciences participatives et de tout un pan de la recherche en sciences sociales qui se pose en accompagnement de ces actions de prévention. Et je vais vous illustrer cela par rapport à ce que l'on fait au niveau d'un groupe de travail qui est hébergé à la Maison des sciences de l'Homme Sud à Montpellier, où finalement on a réuni, à partir d'une dynamique qui a émergé dans le cadre de projets de recherche, on a pu réunir des chercheurs qui s'inscrivent dans le champ de l'écologie ou de la santé animale, ou même de la santé publique, mais qui vont comprendre le problème de l'écologie d'éthique, de leur distribution sur un territoire, et de tous les risques potentiels que la présence d'éthique sur un territoire peut induire. Donc, renforcer leur capacité à rencontrer
des personnes de l'ARS, par exemple, ici en Occitanie, mais également d'associations qui vont s'occuper de sensibilisation et d'éducation populaire, comme le Grain Occitanie. Également les mettre en contact avec des personnes du rectorat pour qu'il y ait vraiment une prise en compte de l'enjeu pédagogique autour de ces approches socio-écologiques, et aussi au contact d'un tas d'acteurs du territoire, des éleveurs, des vétérinaires, des médecins, les représentants aussi des gestionnaires de l'environnement, et que donc toutes ces personnes puissent discuter ensemble de ce qui se passe autour des tiques. Ce qui se passe autour des tiques, c'est que cette bestiole est vecteur de la plus grande diversité des pathogènes. Donc, par rapport à d'autres arthropodes, donc les tiques ne sont pas des insectes, mais font partie des arthropodes, et ils sont vecteurs d'énormément de pathogènes en Europe. Vous connaissez certainement la maladie de Lyme, elle n'est pas présente partout en Occitanie, et à côté de la maladie de Lyme, il y a un risque d'émergence d'autres maladies infectieuses qui arrivent de pays du Sud et qui s'installent ici sous l'effet du changement climatique. Ça, c'est pour la dimension santé publique. À côté de ça, les tiques génèrent beaucoup de problèmes dans les élevages, et ils sont notamment, avec les maladies qu'ils transmettent, responsables de baisses de production importantes. Ici en Occitanie, on le voit par exemple sur le système Roquefort, par rapport à tous les problèmes sanitaires des brebis qui sont liés aux tiques aussi, ou sur les élevages équins. Et enfin, en termes vraiment de problématiques environnementales, la lutte contre les tiques à travers des acaricides va avoir un tas d'effets de pollution toxique finalement sur l'environnement, et va impacter un tas d'autres espèces et faire chuter la biodiversité, sans parler des risques de résistance aux médicaments acaricides qu'on utilise pour lutter contre les tiques. Donc finalement, l'enjeu de ce groupe de travail, c'est de pouvoir repositionner toutes ces problématiques et la connaissance qu'on a autour de ces problématiques en santé humaine, animale et environnementale à l'échelle d'un système socio-écologique, de manière à pouvoir faire en sorte que les acteurs concernés par le problème tique puissent échanger leur vision et petit à petit se mettre d'accord sur des actions de gestion et de prévention. Donc, ça implique d'avoir une vision systémique du problème et de considérer que c'est un objet partagé, que le problème tique et les risques associés aux tiques sont finalement un commun dont tout le monde autour duquel il faut se concerter pour gérer ce problème-là. A fortiori dans un contexte où les maladies à tiques, finalement, ne sont pas surveillées dans le cadre d'un système formel, mais qu'on est plutôt dans un contexte de recherche à visée de surveillance. Donc, on est vraiment dans le flou, dans un contexte où la surveillance et le contrôle de ces maladies n'est pas tellement formalisé parce qu'il y a une très grande diversité de problématiques. Donc, ce groupe de travail s'occupe aussi de rassembler les acteurs concernés, ce qui n'est pas évident, qui est un processus qui est en perpétuelle évolution, de comprendre qui fait quoi, d'appuyer, de faciliter la communication et l'échange des différentes motivations et perceptions des acteurs. Donc, ce problème, il va se traduire sur le territoire occitan, dans différents terrains sur lesquels on travaille, comme par exemple le parc régional des Grands Causses, dont Estelle vous parlera juste après. On va finalement, en termes de grands types d'acteurs, on va réunir des acteurs de la médecine humaine, des acteurs des filières d'élevage, des acteurs de la protection de l'environnement, les collectivités et des acteurs du grand public qui, parce qu'ils sont au contact du milieu, parce qu'ils se promènent, parce qu'ils sont à risque pour différentes raisons, vont se sentir concernés par cette problématique. Donc, il va s'agir, pour certains de ces acteurs, d'être capables de limiter par exemple l'usage de produits chimiques qui auront un effet néfaste, de maintenir la bonne santé de leurs troupeaux, malgré cela, de réussir quand même à générer suffisamment de revenus par leur activité et d'être dans un statut de concertation. Donc, pour arriver à créer ces espaces de concertation, on a besoin finalement d'outils. Donc, les sciences participatives nous permettent de façonner ces outils. Annelise, tout à l'heure, vous a parlé de l'initiative CITIC, donc c'est une initiative en sciences citoyennes qui permet de constituer une ticothèque et à travers la contribution d'un tas d'acteurs citoyens
à cette ticothèque, de diffuser aussi, de sensibiliser par rapport aux risques. Mais il y a d'autres initiatives, et notamment un jeu de rôle sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement avec l'entreprise BioViva, la MSH, le CIRAD et d'autres acteurs, qui pourrait être un vecteur de concertation pour faire prendre conscience de la nécessité d'agir de manière concertée dans un cadre intersectoriel, et aussi pour diffuser de l'information autour des bonnes pratiques à adopter pour mieux prévenir les risques TIC. Et là-dessus, je vais laisser la parole à ma collègue Estelle Lefrançois qui va revenir sur ce dispositif de concertation et le jeu gothique. Voilà, avant de revenir sur le jeu gothique dont Aurélie vous a parlé, je vais essayer de vous parler un petit peu d'éducation. Et pareil, Patrick Giraudoux nous a un petit peu ouvert la porte dans sa feuille de route au rôle de l'éducation que peut avoir dans l'opérationnalité des approches One Health, puisque effectivement, ce qu'on leur reproche un petit peu, en toute bienveillance bien sûr, c'est d'être encore actuellement peu opérationnel. Et pour ça, peut-être que l'éducation, justement, et une certaine manière de voir l'éducation aux approches One Health peut être importante à considérer. Donc, pour résumer les approches One Health, on l'a dit déjà, ce sont des approches qui sont intersectorielles, interdisciplinaires et qui nécessitent de faire intervenir de multiples acteurs. Ça, c'est vraiment les trois caractéristiques qu'on met en avant en général pour les approches One Health. Mais effectivement, et Aurélie l'a dit aussi, ça implique justement un changement complet de voir la santé. C'est vraiment un changement total de paradigme de considérer la santé. Et ça, autant pour les professionnels que même pour les citoyens en général. Et qui dit changement, dit mobilisation des valeurs et de compétences particulières. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement pour arriver à rendre cette approche et à communiquer et à éduquer les professionnels ou les gens qui sont impliqués dans les approches One Health, pour arriver à faire de l'éducation qui soit vraiment utile. Il ne faut pas seulement se concentrer sur la science, les faits scientifiques, mais il faut aussi réussir à mobiliser les valeurs et les compétences. Alors, quand je parle de valeurs, c'est déjà, on est d'accord, une définition très rapide d'une valeur, c'est une qualité humaine auquel on attache de l'importance. Alors, ça peut être par exemple l'universalisme. L'universalisme valorise la compréhension, l'estime, la tolérance et la protection du bien-être d'autrui en général, et également même de la nature. C'est un petit peu différent de la bienveillance qui, elle, est plus centrée sur la protection du bien-être vraiment des gens qui nous entourent. Dans les valeurs qui pourraient être utiles à mobiliser et à valoriser, justement, à mettre en avant dans une approche One Health, on pourrait parler aussi de la créativité, qui est une valeur qui promet l'indépendance de la pensée et de l'action, ou encore la tolérance, qui est une aptitude, mais que l'on peut considérer également comme une valeur, qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de la sienne. Donc, on y reviendra rapidement, mais les valeurs, toutes ces valeurs, il y en a plein d'autres, doivent être considérées et peuvent vraiment porter et favoriser la mise en œuvre de l'approche One Health. Il en est de même pour certaines compétences particulières, comme par exemple la pensée systémique ou l'aptitude à la complexité. Donc la pensée systémique, c'est évident qu'effectivement, pour considérer déjà un organisme, il faut avoir une pensée systémique, mais si on veut considérer l'ensemble de l'écosystème, voire l'ensemble du socio-écosystème, il faut aborder les choses avec une pensée systémique, donc qui considère l'ensemble du système. Ça veut dire aussi avoir une certaine aptitude à la complexité, ce qui est un petit peu différent. C'est l'idée que ce socio-écosystème, par exemple, sera forcément plus complexe qu'un organisme ou qu'un écosystème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on augmente l'échelle du système, on augmente également sa complexité, et ça, il faut l'avoir en tête.
et si possible que ça n'effraie pas tant. En ce qui concerne les compétences, on peut aussi mettre en avant la pensée critique, qui est très importante pour les approches One Health. C'est un petit peu différent de l'esprit critique, enfin, c'est même différent de l'esprit critique. La pensée critique, c'est une manière de penser qui permet d'aborder une masse importante d'informations, qui permet vraiment de s'attacher à la source et à la légitimité de chacune de ces informations, qui permet d'en faire la synthèse, qui permet d'argumenter pour défendre justement ces informations, qui permet de mettre en lien ces informations pour problématiser. Elle permet également, cette pensée critique, de favoriser, d'affronter plutôt les incertitudes et les doutes. Tout ça, c'est lié à la pensée critique et on comprend qu'on a bien besoin de pensée critique pour s'attaquer à un sujet aussi systémique et aussi complexe que l'approche One Health. Et comme il paraît évident aussi que pour s'attaquer aux approches One Health, eh bien, il faut avoir une certaine aptitude au travail collaboratif, puisque c'est vraiment lié aux caractéristiques principales de l'approche. C'est-à-dire que pour travailler donc de manière collaborative, il faut savoir travailler avec des personnes qui vont avoir des profils totalement différents, des formations différentes, qui vont avoir des objectifs différents et éventuellement des contraintes différentes. C'est ce que Aurélie vous expliquait juste avant. Et donc là, on voit bien que le lien avec certaines valeurs, c'est-à-dire que la valeur tolérance est forcément à mobiliser lorsqu'on veut travailler de manière collective. Et enfin, même s'il y a d'autres compétences à développer, mais c'est la dernière dont je voulais vous parler, c'est le sentiment de pouvoir d'agir. Ce sentiment de pouvoir d'agir, c'est le fait qu'on se sente légitime et en capacité à agir. Et même si on est citoyen, même si on n'est pas forcément un professionnel directement impliqué. C'est-à-dire, c'est l'idée de pouvoir agir et d'en avoir envie, même si on n'est pas sous le coup d'une injonction qui vient d'au-dessus de nous. Et ça, M. Giraudoux l'a dit aussi, c'est quelque chose qui est important pour les approches One Health. Donc, à la fois pour mobiliser ses valeurs et ses compétences particulières, le rôle de l'éducation est vraiment effectivement très important, et pas forcément l'éducation traditionnelle comme on l'entend, l'éducation traditionnelle au sens où elle est parfois souvent disciplinaire ou en tout cas sectorielle, même si justement, bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives qui visent à mélanger les cursus justement des études de médecine vétérinaire ou des sciences de la nature. Mais moi, je voulais vous parler des éducations A. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font partie du monde de l'éducation, et donc je pense que vous avez déjà entendu parler des éducations A. Mais en quelques mots, les éducations A, ce sont des nouvelles formes d'éducation qui répondent à des besoins justement de bouleversement de la société, et qui répondent du coup aussi aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, notamment le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité ou les émergences de maladies infectieuses. Et pour être un petit peu plus concret, donc les caractéristiques principales de ces éducations A, c'est qu'elles sont thématiques. Donc, par exemple, elles concernent l'environnement, ou elles concernent la santé, ou le genre. Elles sont souvent en lien avec des questions socialement vives. Ça pourrait être justement le réchauffement climatique ou la vaccination. Elles accordent une place importante aux valeurs. Donc, on commence à comprendre pourquoi ces éducations A sont peut-être à privilégier en ce qui concerne les approches One Health, ou en tout cas à considérer. Et elles visent de manière vraiment explicite et assumée les changements de comportement chez les apprenants. Et pour cela, elles s'appuient sur les pratiques des apprenants. Alors, les éducations A, il y en a vraiment de multiples, mais moi, je voulais vous parler de 3 éducations A en particulier que je pense être vraiment très importantes et qui ont déjà donné pas mal d'éléments dont on pourrait s'inspirer pour l'approche One Health. C'est l'éducation
aux politiques, puisque en plus des apprentissages des rôles sociaux, l'éducation aux politiques vise la responsabilisation des individus, le développement du sentiment de pouvoir d'agir des individus, comme on a vu que c'était quelque chose qu'il fallait favoriser, et également la mise en œuvre d'actions individuelles et aussi collectives. Il y a aussi donc dans les éducations l'éducation à la durabilité, qui me semble importante, parce que l'éducation à la durabilité, justement, cherche à induire de nouveaux rapports entre la science, la nature et la société, ou entre les individus et le collectif, en plus de favoriser et de viser également les autres objectifs comme l'éducation politique. Et l'éducation au territoire est aussi une éducation dont on peut s'inspirer pour l'approche One-Health, puisque l'éducation au territoire donc, vise la compréhension de la complexité des espaces, des écosystèmes, des rapports sociaux aussi qui ont lieu dans ces socio-écosystèmes. Et elle vise également la compréhension des enjeux qui soient du territoire, qu'ils soient en matière d'aménagement. On a vu précédemment que c'était important pour les approches One-Health, ou de durabilité. Donc, ces trois éducations A, mais il y en a potentiellement bien d'autres, l'éducation à la biodiversité, je ne vais pas tout vous détailler ici, mais les éducations A sont potentiellement très porteuses d'éléments dont on pourrait s'inspirer pour l'approche One-Health. Et comme je vous l'ai dit, donc, les éducations A s'appuient sur la pratique des apprenants. Alors, ça peut être directement sur le terrain, mais pour mimer justement la pratique des apprenants, on peut avoir recours à des jeux sérieux. C'est quelque chose qui est assez courant dans les éducations. Et donc, notamment, le jeu, donc, en ce qui concerne les risques TIC dont on vous a parlé, le jeu gothique que je vais vous développer un tout petit peu plus ici. Donc, c'est un jeu qui a été développé dans le cadre de la KIMRIF pour K-Initiative Risques infectieux et vecteurs, qui est un des 8 dispositifs thématiques du projet Montpellier Université d'Excellence. C'est un projet qui s'est développé, qui a été développé donc en 2021, qui est porté par une unité du CIRAD, mais en partenariat avec de nombreuses unités mixtes de l'INRAE, l'Institut Agro-Montpellier et la maison de jeu BioViva. Et ce jeu donc se propose d'accompagner la gestion des risques associés aux TIC, qui concerne exclusivement les TIC, et la prévention des TIC et des maladies associées, selon une approche One Health. C'est un jeu de rôle. Il y a actuellement 5 rôles qui ont été mis en avant, qui sont les professionnels de santé, les gestionnaires, les professionnels de la nature, les professionnels de l'éducation, et un 5e rôle un petit peu différent, qui est le rôle des citoyens. Et donc, c'est un jeu de rôle également collaboratif, on dit collaboratif, c'est-à-dire que tous les participants gagnent ou perdent en même temps, ce qui oblige à une collaboration entre les joueurs. Et le but de la dynamique du jeu a été conçu de manière à ce que les acteurs qui sont impliqués ou potentiellement impliqués à l'échelle du territoire dans une approche One Health puissent être réunis, puissent communiquer autour d'événements concrets qu'on leur propose. Ça peut être des signalements de piqûres de tiques, ça peut être des rumeurs médiatiques qui les obligent à réfléchir et à proposer des actions. Ça peut être l'organisation d'un événement en contexte de tiques, de risques liés aux tiques. Et l'idée vraiment du jeu, plus encore que de transmettre des informations vraiment scientifiques en lien avec les tiques, c'est de favoriser les interactions entre les acteurs pour les amener à prendre des décisions et qui vont préfigurer des actions communes. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette dynamique de jeu, donc en plus des interactions, de la coopération qu'elle promeut et qu'elle favorise, va forcément, à l'issue de ces discussions, ou à l'occasion de ces discussions, faire ressortir les leviers et les freins à l'implication des acteurs locaux. Donc,
puisque ces acteurs qui participent sont des personnes du territoire, donc des professionnels de santé, des agriculteurs, des professionnels des élus, des gestionnaires, des professionnels de la nature. Ils vont avoir l'occasion d'exprimer leurs objectifs personnels, leurs contraintes dans leurs activités, et ce qui peut parfois donc freiner l'approche, leur adhésion à l'approche One Health, et ça sera l'occasion de discussion. Parce qu'un jeu de rôle se doit justement d'intégrer un débriefing, c'est aussi une phase très importante du jeu, puisque c'est l'occasion de recueillir le ressenti des participants, d'apporter des informations, des compléments d'informations scientifiques lorsque ces informations n'ont pas été données par un des participants ou par les participants tous ensemble, et d'aborder également des problématiques qui auraient émergé. Et in fine, même si c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est sûr que le but de ce jeu est en tout cas de contribuer à générer une dynamique du territoire pour la prévention et la lutte contre les risques sanitaires liés aux tiques. Là, je vais finir, je vais presque finir par ça. Ce jeu est donc bien à l'interface entre la science et la société, et en cela, il répond donc aux besoins d'accompagnement des réseaux d'éducation, comme le GREN, l'éducation nationale, les parcs naturels régionaux, également des besoins d'accompagnement des gestionnaires publics, comme l'ARS ou les collectivités. Et d'ailleurs, ces organismes ont des représentants dans le groupe de travail que nous avons constitué pour continuer à améliorer le jeu ou le tester sur le terrain. Voilà pour ce qui est du jeu gothique. Et je voulais juste finir par une autre initiative qui a trait justement à l'éducation et aux approches One Health, qui est la fresque One Health. Donc, c'est sur le modèle de la fresque du climat ou la fresque de biodiversité ou de plein d'autres fresques dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a une fresque One Health qui a été développée par VetAgroSup et l'École nationale des services vétérinaires qui est intégrée dans VetAgroSup, donc l'école vétérinaire et l'école d'agronomie de Lyon. Donc, ils ont développé une fresque One Health qui a pour but de faire connaître l'approche One Health de manière un petit peu concrète, et également de faire vivre une expérience d'intelligence collective qui est aussi un mécanisme qui porte bien sûr l'approche One Health. Et donc le lancement de cette fresque est imminent, cet événement aura lieu le 3 novembre et il sera même accessible en visioconférence. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Estelle et Aurélie pour cette présentation. Sans tarder, je vais laisser la parole à Émilie Gabé du CPI de Corrèze. Et après, on passera au temps de questions. Donc pour les personnes qui auraient rejoint un peu après le début, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je me ferai ensuite le porte-voix de vos différents questionnements. Émilie, Merci Anise. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Si jamais, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ma caméra et comme ça, parce que j'ai des petits soucis d'instabilité. Voilà. Du coup, voilà, je me présente. Je m'appelle Émilie, je travaille au CPIE de la Corrèze. CPIE, Association de sensibilisation à l'environnement. Je ne vais pas tout vous balayer le réseau des CPIE. Donc, on intervient sur tout le département de la Corrèze, voilà, et on intervient sur les thématiques de santé-environnement depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, ça s'est fait parce qu'on a travaillé, on était partie prenante d'un contrat local de santé sur la Haute-Corrèze. Et du coup, on a été intégré dans un peu les fiches actions, la mise en place des actions de ce contrat local de santé. Et on a pu avoir dans un premier temps des financements via le contrat local de santé. Au niveau donc le jeu que je vais vous présenter, ça s'appelle les énigmatiques. Les jeux de mots avec les tiques sont très faciles à faire, il y en a beaucoup. Ça permet un peu de faire la transition aussi avec l'intervention d'Estelle, parce que là, on est aussi sur ce concept un petit peu de jeu sérieux où les participants vont jouer et en même temps apprendre des choses, et ça permet de les capter alors qu'on n'aurait pas
qu'on ne les aurait pas captés de la même manière si on avait fait un PowerPoint ou juste un temps d'information. Ce dispositif, il a été financé par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et on a la chance de pouvoir répondre à ces appels à projets de l'ARS chaque année qui concernent la prévention et la promotion de la santé et de la santé environnementale. Et alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre sur les financements de nos projets. Je pense que vous en êtes tous conscients. Et en fait, ces appels à projets sont vraiment une grosse opportunité pour nous parce qu'ils nous financent à 100% nos actions. Donc là, dans ces appels à projets, on inclut aussi bien du temps de travail que de l'achat de matériel, que éventuellement de la prestation si on fait intervenir quelqu'un, un partenaire et qu'on a besoin de le rémunérer. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous. Donc on répond sur plusieurs thématiques. On a qualité de l'air intérieur principalement et prévention contre les piqûres de tiques. Et également, on a les plantes exotiques envahissantes aussi qui viennent dans cet appel à projet. Je réactive ma caméra parce qu'apparemment ça fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions sur le financement aussi, je pourrais y répondre tout à l'heure. Voilà. Donc, l'objectif de cet outil, c'est... Ah oui, alors je vous ai pas dit le public. Le public, c'est plutôt à destination des collégiens et je vais essayer de le tester cette année avec un public un peu plus âgé de lycée agricole parce qu'on a des lycées agricoles sur notre territoire, des lycées forestiers et ils sont bien sûr ultra confrontés à cette problématique. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais le Limousin est particulièrement concerné par les maladies de Lyme et autres infections. Là, je ne suis pas assez légitime pour en parler, mais je crois on est presque à 2000 cas par an de maladies recensées en Limousin. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour les tiques ici. Donc voilà, on est bien confronté à ça. Et d'ailleurs, très souvent dans les stands ou quand je touche les publics, il y a beaucoup de personnes qui ont dans leur entourage des personnes qui ont eu l'érythème migrant ou qui ont eu, enfin voilà, qui ont attrapé des tiques, ça c'est sûr. Mais bon voilà, du coup on touche vraiment un public qui est au cœur du problème. Donc l'objectif de l'outil, c'est connaître la biologie et l'écologie des tiques. Voilà, il y a quelques a priori qu'on peut avoir et c'est aussi l'occasion d'en discuter. Beaucoup apprendre les gestes de prévention et qu'est-ce qu'on fait en cas de piqûre de tique. Voilà, donc ça c'est les 3 objectifs principaux. Et donc le format de l'outil, c'est un jeu type escape game. Voilà. J'ai mis longtemps à réfléchir à comment développer l'outil parce qu'en fait, un escape game classique, c'est des petits groupes. Et là, l'idée, c'était de pouvoir sensibiliser des classes entières. Donc, et le travail de groupe en classe, ça fonctionne vraiment toujours très, très bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime bien faire. Et du coup, voilà, j'ai réparti 8 énigmes qui nous permettent de répondre aux objectifs pour une classe entière, et donc c'est des petits ateliers tournants. Voilà. Vu qu'on est sur un format type escape game, j'essaye de les mettre un petit peu dans une ambiance au départ. Et donc l'idée, c'est qu'ils partent en séjour sport et nature en Corrèze, et comme on est un territoire où peut y avoir des tiques, il faut qu'ils aient toutes les informations et tous les outils dont ils auraient besoin en cas de piqûre de tique. Voilà, donc ils partent, chaque groupe a son petit ticket billet de train, voilà, et c'est ça qui va leur permettre notamment de noter les réponses au fur et à mesure. Donc au niveau du matériel, on fait beaucoup de récup, hein, on est un peu tous pareils, donc je suis allée en ressourcerie trouver des valises, puisque comme on est en train de partir en séjour nature, voilà, on va avoir beaucoup cette histoire de valises, de sacs à dos, de trousses de toilette, par exemple, des habits, comment on va s'habiller, ce genre de choses. Voilà, donc je trimballe mes 2 valises pour jusque dans la classe. Voilà, donc les valises et sacs à dos. 8 énigmes, voilà, donc à chaque fois, ils ont ce format-là de une question sur 8 questions au total réparties en 5 ateliers, voilà. Bien sûr, comme on est sur un jeu type escape game, il y a toujours des petites histoires de cadenas ici ou là. Ça fait partie du concept.
Il y a des puzzles avec les histoires de saisonnalité des tiques. Les tiques ont 8 pattes. Voilà, c'est pour vous dire un peu, quand je parlais biologie, écologie des tiques tout à l'heure. Ça plaît notamment parce que là, j'interviens dans un collège particulièrement. C'est le collège qui a été le collège test pour le jeu. Et en fait, ça plaît beaucoup aux professeurs de SVT aussi d'avoir ce volet-là. C'est pas que le volet santé, il y a aussi ça va un peu à côté. On passe sur de l'observation. Donc, j'ai des tiques, par exemple, dans de la résine époxy. Donc, ça leur permet de les voir. Et il y a de l'information que j'accroche dans la salle. Il y a un petit travail de préparation de la salle avant que les élèves arrivent. Et en fait, il y a pas mal d'affiches de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, là, qui a été fait d'ailleurs avec l'IREPS, à mon avis, Nouvelle-Aquitaine, sur les conseils de prudence. J'accroche aussi quelques panneaux de l'exposition de l'Union régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une expo d'ailleurs qu'on a nous et qu'on utilise aussi, qui est très bien faite et qui est très accessible, très colorée, donc ça attire l'œil facilement. Donc voilà, c'est un petit peu le déroulement global du jeu. Et donc, j'ai choisi de vous présenter juste une énigme pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, sur leur table, le premier groupe va trouver la feuille énigme 1 où il y a 2 questions, en fait, une sur l'habitat, une sur le cycle de vie. Et sur la table, ils ont un sac à dos avec plein de poches et dont la grande poche qui est fermée par 4 cadenas. Et à côté, accroché au mur à côté de leur table, ils ont ce panneau sur les habitats d'éthique. Voilà. L'idée, c'est pas qu'ils fassent appel à leur connaissance, mais bien qu'ils trouvent la connaissance sur place. Dans une des poches du sac à dos qu'ils peuvent ouvrir directement, en fait, il y a 16 photos. Donc, vous avez vu un petit code couleur. Là, j'ai mis que les photos bleues, mais il y a des photos bleues, des photos jaunes, vertes et rouges. Et en fait, là, à chaque fois, alors je leur dis rien, hein, il faut qu'ils comprennent tout seuls les énigmes. Hein. Ça reste un peu aussi l'histoire de l'escape game. Bon, mais bien sûr, je tourne dans les groupes pour les aider. Et donc là, il faut qu'ils retrouvent les habitats les plus favorables aux tiques. Voilà, donc là, par exemple, forcément, ça va être la prairie avec des herbes un peu hautes, là, sur la gauche, par rapport à la plage, le désert et la ville, même si on peut en avoir, bien sûr. Et en fait, derrière cette image, il y a un code à 3 chiffres qui va leur permettre d'ouvrir le cadenas bleu. Donc, ils vont faire ça pour les 4 couleurs. Et en ouvrant la grande poche, ils tombent sur 4 images. Alors là, je vous les ai déjà mises dans l'ordre, mais eux ne les ont pas dans l'ordre. Et en fait, il faut qu'ils remettent les images dans l'ordre pour refaire le cycle de vie. Le jeu n'est pas... le jeu est dématérialisé dans le sens où moi, je l'ai sur mon ordinateur, mais j'estime qu'à partir du moment où nous, on a été financé à 100% pour le faire, je peux Voilà, il faudra que j'en discute un peu plus longuement sur comment on le ferait, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour que je vous envoie tous les fichiers et je pense que c'est à peu près adapté à tous les territoires. Voilà, donc après, il suffira de me contacter puis on verra comment on peut faire. Voilà, pas de souci pour donner les fichiers en tout cas. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en recréant le cycle de vie, on a une petite lettre qui apparaît parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit au début. Mais quand les élèves, je les envoie dans le jeu, je leur explique qu'à chaque énigme, ils auront une ou plusieurs lettres à trouver qui nous permettra à la fin d'avoir une énigme complète. Donc voilà, en fait, quand on a fini, tous les groupes ont tourné et on fait tous les ateliers, ils arrivent comme ça avec leur billet de train et avec les lettres qu'ils ont noté. Et en fait, là, c'est l'occasion, et c'est ce qu'expliquait Estelle tout à l'heure, d'un petit débriefing. Alors, avant l'énigme finale, mais en fait, on regarde toutes les énigmes, toutes les réponses qu'ils ont trouvées, et c'est aussi l'occasion d'apporter un peu plus d'informations ou d'expliquer un peu plus les choses, voilà, sur une question, des choses que les élèves n'auraient pas compris. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de les avoir tous à la fin pour l'énigme finale. Donc là, il y a des lettres, je vous laisserai peut-être trouver la réponse. En fait, je leur pose la question au sujet de maladie de Lyme et d'où vient ce nom Lyme. Voilà, et en fait, dans la classe, j'ai mis une grande affiche comme ça au mur, mais sans leur en parler du tout dès le début. Et donc, il faut qu'ils trouvent
comment ouvrir la valise. Depuis le début, il y a cette grosse valise dans un coin de la classe. Et dans la grande valise, alors ils répondent tous ensemble, ils cherchent l'anagramme pour avoir la réponse finale. Et dans la valise, en fait, il y a le tir-tic. Je voulais vraiment que ce soit l'objectif de la fin du jeu, de se dire, en fait, le tir-tic, c'est le truc très important à avoir. Et ils ont eu, bien sûr, des messages de prévention dans les énigmes, mais voilà, c'est le dernier outil. Ils vont pouvoir partir en classe nature parce qu'ils ont trouvé le tir-tic. Voilà. Et après, moi, je donne une info un dépliant d'information que l'ARS a fait aux enseignants. Et là, en l'occurrence, ça tombe plutôt bien. Les enseignantes retravaillent toujours au moins une séance derrière sur ce qu'on a fait avant. Voilà. Les retours, juste pour finir, les retours sont toujours très bons pour, je dirais, 90% de la classe. Bon, il y a toujours des élèves que ça intéresse pas trop. Là, je l'ai fait avec des 6e et des 5e. Mais en principe, ils se sont bien amusés. Ils demandent quand on fera, si je reviens pour refaire un autre escape game avec eux. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait bien sûr, c'est qu'ils aient retenu les choses. Et donc, apparemment, avec le retour des enseignants, ils retiennent pas tout forcément, mais il y a quand même pas mal de choses qui ressortent de connaissances qu'ils n'avaient pas forcément avant. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Émilie. Encore merci à toutes nos intervenantes et notre intervenant. On va passer à la phase de questions, mais il nous reste une bonne demi-heure pour cette phase de questions. Donc, je vais déjà présenter les premières questions qui ont été posées dans le chat, et puis n'hésitez pas, tous les participants, si vous avez d'autres questions, à les écrire. On a une question pour Patrick, d'Émilie, justement. La première question, est-ce que par rapport au projet Carelli, est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats et est-ce qu'ils sont différents de ce qu'on imaginait avant la mise en place du projet? Alors, tout dépend ce qu'on appelle résultat. Si on est du côté du biologique, c'est-à-dire échinococos, renard, lièvre, et puis tout le reste. Ben non, parce que en fait, on est dépendant d'un cycle complet de rongeurs qui dure 5-6 ans, donc ça veut dire que le projet, lui, doit durer 10 ans. Alors, on a engrangé des données, bien entendu, mais pour le coup, la série chronologique est trop courte pour qu'elle puisse être analysée de façon pertinente. Mais il y a d'autres types de résultats. C'est qu'en fait, le renard est affiché en premier, mais c'est un prétexte, je n'hésite pas à le dire, le renard n'est pas une espèce pour le moment en voie de disparition, ni même menacée. Donc c'est un problème sociétal de débat autour du renard, ce qui est quand même un petit peu différent, où les chasseurs, les environnementalistes, les agriculteurs se traitaient jusqu'à maintenant de nom d'oiseaux sur justement la réglementation qui portait sur le renard. Et donc l'opération Carelli, c'est aussi un prétexte, c'est un laboratoire sociologique quelque part. Et là, il y a déjà du résultat. C'est-à-dire que ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on a co-construit les protocoles qui sont mis en route, où le travail est partagé, et c'est assez fascinant de voir comment le relationnel a changé dans ce groupe qui était hétérogène. On est passé d'un CDCFS où on ne s'insultait pas, mais pas loin, à un système où les gens ont plaisir à se voir et à travailler ensemble, s'interrogent, ah oui, mais on pourrait faire ci, ah oui, mais si on veut faire connaître Carelli, il faut qu'on fasse ça, etc. Donc oui, la visio, vous avez vu, les intervenants, c'est vraiment eux qui ont choisi ce qu'ils disaient et la place qui était la leur là-dedans. Et finalement, notre problème maintenant, c'est plus tellement dans Carelli de travailler ensemble, parce que ça, c'est déjà réussi, et les gens on sent qu'il y a du plaisir, c'est de ne pas rester en petit cénacle. C'est-à-dire que le fractionnement des opinions, il n'est plus dans Carelli, il est dans chacune des associations, des institutions qui participent à Carelli. Alors dedans, à chaque fois, côté chasse, côté conservation, côté agriculteur, il y a les pour et les contre. Il y en a qui se font accuser d'être social traîtres parce qu'ils vont travailler quand même avec les chasseurs, et réciproquement. Et donc, il y a du résultat dans la mesure où ça fait bouger les lignes sociologiques. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, personnellement. Alors, bien sûr, après, on aura le résultat plus biologique qui placera mieux les problèmes, c'est-à-dire qu'on aura du fait sur lequel on pourra avoir des opinions et non plus des opinions de bistrot qui sont distribuées autour d'une table, quoi. Voilà.
Merci Patrick. On a ensuite une autre question. Vous avez un petit peu échangé via le chat, mais si vous pouvez peut-être, Patrick, préciser un peu plus. Il y a Cyrielle Chouvi qui nous disait « Bonjour, je suis sans doute hors sujet, mais est-ce que l'approche One Health s'intègre à la santé mentale ? Ou bien est-ce qu'on reste sur un concept de santé somatique, d'épidémiologie, etc. » Vous avez répondu, Patrick, que ça l'intégrait pleinement, mais peut-être c'est ce que vous pouvez développer. Oui, on peut dire deux mots. Le concept de santé n'est pas évident, hein, parce que santé humaine, c'est pas évident. Déjà, si vous regardez la définition de l'OMS, elle est très floue. Hein. Si vous regardez la définition de la maladie à l'OMS, c'est encore pire. Donc, on peut le résumer, c'est plutôt une forme de sentiment de bien-être individuel et social ou quelque chose comme ça. Bon, mais le bien-être, ça va. Donc, pleinement la santé mentale. Alors là, c'est clairement vrai. On a déjà pu établir des ponts, d'ailleurs, entre la santé des écosystèmes, j'y reviendrai, et la santé mentale, par exemple. En tout cas, le sentiment de bien-être. Hein. Bon, mais vous avez aussi la santé animale. C'est pas évident du tout. Alors, à l'OIE, l'Office pour l'Office international des épizooties, ça s'appelle plus comme ça maintenant. C'est en gros l'OMS de la santé animale. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est un sujet complexe, la santé, mais il n'y a pas de définition. Donc, il y a des composantes sociales, etc., qui varient selon les pays. Etc. Donc, finalement, il n'y a pas de définition claire de la santé animale. Et alors, si ça se ramènerait quand même peut-être un petit peu à la notion de bien-être, mais interroger un animal sur son bien-être, c'est pas simple. Encore un grand singe, on peut imaginer de le faire, mais une amibe, bonjour, quoi. Hein. Donc, c'est quand même pas évident. Et puis, si vous parlez de la santé des écosystèmes, c'est une notion aussi extrêmement compliquée. Alors, si vous êtes intéressé, c'est une notion qui a été largement utilisée depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a des journaux sur la santé des écosystèmes, popularisés par des gens comme Costanza, liés à la notion de service écosystémique, beaucoup, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'insuffisances. Alors, on a travaillé avec l'Académie vétérinaire de France à une définition qui va être certainement reprise par l'IPBES. L'IPBES, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est le GIEC de la biodiversité. Hein. Mais là aussi, vous verrez que, si vous vous intéressez à ces notions-là, ça reste encore quelque chose d'assez flou. Alors, vous allez me dire, oui, vous êtes en train de faire du baratin, finalement, si la santé n'existe pas, de quoi on parle? Oui, mais il faut se dire quand même que les médecins, en tant que praticiens, ils contribuent quand même à la santé des populations. Les vétérinaires, c'est la même chose, à la santé animale. Donc, même si on le définit mal, intuitivement, il y a une pratique qui est un art fondé sur une science, qui est la médecine et la médecine vétérinaire. Donc, du coup, on peut quand même parler de santé. Et pour les écosystèmes, je pense que c'est à peu près pareil. C'est que même si c'est très difficile de définir la santé d'un écosystème, on peut définir quand même des écarts à une norme de bon fonctionnement dans certains cas, et derrière avoir une espèce d'ingénierie écologique qui serait l'équivalent de la médecine des écosystèmes quelque part. Il y a de l'ingénierie réparatoire quand des écosystèmes sont altérés, les tourbières, etc. Donc, la question n'est pas du tout hors sujet, elle est vraiment au cœur du sujet. Mais pour y répondre court, oui, la santé mentale fait bien partie de la santé. Et oui, pardon. Pour faire aussi le lien avec ce qui peut se passer après dans des démarches participatives et à l'échelle d'un territoire, la santé d'un territoire, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut dire que ce qu'on met derrière. Et donc, tout ce que Patrick vient de dire là par rapport au fait de définir, de trouver finalement des attributs de la santé humaine, animale, environnementale, mais aussi des attributs de la santé du territoire. C'est tout l'enjeu du travail participatif en atelier avec tous les acteurs du territoire, il est là aussi. C'est qu'est-ce qui fait sens pour eux? Est-ce que finalement, pour eux, ce qui sera vraiment un indicateur de leur territoire en bonne santé, ça va être d'avoir des filières de commercialisation hyper dynamiques. Du coup, le territoire sera attractif, il sera productif. C'est des attributs, par exemple, qu'on peut faire dégager d'un groupe qui travaille là-dessus, et puis identifier quels indicateurs on prend pour vérifier qu'on est bien toujours dans cette dynamique de productivité du territoire. Et qu'est-ce que ça implique du coup par rapport à la santé animale? Mais ça implique peut-être de faire baisser le parasitisme animal. Donc, il y a vraiment tout un travail de caractérisation des santé
d'un territoire, d'un socio-écosystème, qui n'est pas quelque chose qui coule de source, donc qui n'aura de sens que pour un groupe de personnes données, dans un contexte donné, mais qui vont décider de se pencher sur la question et d'y travailler et de le caractériser. Et pour le caractériser et trouver des indicateurs, on va aller puiser aussi dans des données scientifiques, dans des connaissances qu'on a, des bioindicateurs ou des indicateurs économiques ou sociologiques, mais des choses qu'on pourra, des connaissances scientifiques qu'on pourra mobiliser. Mais à nouveau, on ne va pas les mobiliser dans tous les contextes, n'importe comment et avec n'importe qui. Ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui à travers ces projets One Health territorialisés, c'est de donner accès à des bases de données, donner accès aux acteurs d'un territoire à des bases de données où ils pourront aller construire eux-mêmes en allant piocher dans des banques de bioindicateurs, par exemple, et en étant accompagnés par des écologues, des épidémiologistes, se construire leurs indicateurs de santé du territoire. Et ça, c'est une toute autre approche en fait de la santé, c'est accepter cette complexité, accepter qu'il n'y aura probablement et heureusement jamais une définition stabilisée de la santé de l'environnement ou de la santé animale ou de la santé humaine. C'est quelque chose, c'est une notion finalement qui est aussi socialement construite, qui a du sens pour un groupe d'acteurs donnés dans un contexte donné. Merci Aurélie. Et je me permets du coup de poser une question que j'ai dans la tête, mais avant tout ce travail commun, voilà, interdisciplinaire, intersectoriel, est-ce que, alors là ça s'adresse à vous tous, mais est-ce que vous avez un peu des billes à nous donner sur quels arguments en fait pour mobiliser aussi ces différents acteurs de ces différents champs disciplinaires? Voilà, par quel biais on peut les mobiliser aussi? Je pose cette question parce que moi je suis assez impliquée dans l'accompagnement des contrats locaux de santé et que c'est des choses qu'on tente de faire, mais des fois on n'a pas de retour, par exemple, voilà, de certains acteurs avec lesquels on n'est pas habitué à travailler. Et quels arguments aussi pour les financeurs, parce que par rapport à toute la question d'éducation et de changement de paradigme, c'est quand même un processus qui prend du temps et qui je comprends tout à fait la nécessité, mais qui me paraît plus long que ce que peut-être on a l'habitude de faire plus en routine. Et comment aussi mobiliser les financeurs et les convaincre. Je ne sais pas qui veut répondre. Je veux bien commencer, puis qu'on se passe la balle. Effectivement, oui, ça prend du temps. Il est difficile. On pense en dehors de la boîte habituelle quand on propose ce type de démarche. Mais finalement, alors là, ça ne s'inscrit pas dans de la prévention. C'est un peu en réaction aux crises qu'on s'est pris sur la figure depuis une bonne vingtaine d'années, parce qu'il y a eu un SARS avant le Covid, parce qu'il y a eu des pandémies, enfin le risque pandémique de la grippe, associé à la grippe aviaire et à la grippe porcine a quand même pas mal ébranlé un tas de certitudes. Et donc, on a déjà été confrontés aux crises, et les crises, elles sont vraiment, pour le coup, souvent motrices de changements positifs, ou en tout cas constructifs. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une communauté de bailleurs de fonds, de décideurs politiques, hétérogène, mais dans cette hétérogénéité, cette variété, il y en a qui sont convaincus aujourd'hui qu'on doit être mieux outillés pour appréhender la complexité. Je pense que les études scientifiques ont bien démontré la complexité de l'émergence de ces maladies, et ça percole aujourd'hui dans toutes les couches de la société, pas que dans le monde scientifique. Le Covid, pour le coup, a permis d'avoir accès à cette grille de lecture là, et a pas mal fait bouger les lignes, je pense. Mais c'est quelque chose, c'est une transition qui est en cours depuis une bonne vingtaine d'années, avec même dans les projets de recherche, le financement des projets de recherche, qui est toujours très compétitif. On a aujourd'hui des bailleurs de fonds de projets de recherche vont accepter des projets où on arrive en disant on sait que dans telle région il y a un problème avec les coronavirus, par exemple. On sait qu'il y a quelque chose qui se trame autour des chauves-souris en tant que réservoir, qu'il y a des risques. On ne sait pas trop exactement sur quoi on va travailler, mais laissez-nous aller explorer. Donc, les démarches exploratoires sont de plus en plus légitimes aussi dans le champ de la recherche.
Je pense que une bonne partie des politiques, des décideurs et des financeurs ont compris qu'ils n'étaient pas suffisamment outillés pour aborder sereinement la complexité. Et aussi, ils ont compris, il y a autre chose par rapport à ça, c'est le lien au savoir, à la connaissance. A fortiori, là, je ne vais pas rentrer non plus dans les débats, et vous avez tous vécu, comme moi, la crise Covid. Donc, vous savez que la notion de fake news, vous savez tout ce que les réseaux sociaux peuvent générer comme dynamique, et vous savez aussi qu'il n'y a pas un savoir universel. Voilà, on est dans des systèmes ou des sous-systèmes de croyances, et chacun va piocher dans un espèce de bac infini presque, des éléments pour se construire son socle de savoir. Là aussi, les démarches participatives, collaboratives, toutes ces approches de co-construction en mettant plein d'acteurs différents autour de la table peuvent permettre de faire le tri et d'asseoir un socle de connaissances qu'on va considérer comme étant robuste, en acceptant qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais en sachant ce que l'on sait, sachant ce que l'on ne sait pas, faire un peu le tri dans tout ça et diffuser des connaissances qui ont une certaine robustesse dans l'océan d'incertitude dans lequel on nage. Mais c'est le changement de paradigme, il est là aussi. C'est qu'on accepte que la science ne va pas donner des réponses toutes faites pour tous les problèmes qui vont émerger, qu'il y a besoin que les scientifiques sortent un peu de leur posture de super sachants surplombants, qu'ils mobilisent leurs savoirs scientifiques qui ont énormément de valeur, mais qu'ils les confrontent aussi à d'autres types de savoirs et qu'il y a un travail d'hybridation de ces savoirs qui puisse mieux éclairer la prise de décision. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une séquence linéaire, on a une information scientifique qui permet d'éclairer une décision politique qui est appliquée. Il y a toute une phase de co-construction qui va avec l'élaboration d'un socle de savoir et de connaissances dont peuvent se saisir les décideurs. Et donc, on change complètement de démarche. On est à l'ère de la transdisciplinarité, où les chercheurs, déjà, non seulement travaillent entre eux en interdisciplinarité, mais vu les problèmes auxquels on est confronté, ils ne pourront pas, seuls dans le monde académique, trouver toutes les réponses et apporter toutes les pistes de solutions. Il y a besoin d'interface avec le monde politique, avec le monde citoyen, pour arriver à élaborer ces connaissances utiles à la prise de décision. Merci Aurélie. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Peut-être, tout a été dit, mais je crois que là, on fait face à un immense défi qui est mondial, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le changement transformateur, c'est un peu comment dire, ça devient une tarte à la crème, mais enfin, la question maintenant, c'est pas d'en faire un peu plus ou un peu moins, c'est de faire autrement. Or, la plupart, du moins face aux défis écologiques, mais les défis sanitaires en font partie, auxquels on est affronté. Donc, la question, c'est comment changer la mentalité des gens. C'est presque changer de civilisation. Et comment penser la complexité. Et c'est tout le problème, c'est que l'attente des politiques, souvent, et même de nos concitoyens, c'est une réponse binaire, c'est bien ou ça marche. Ça marche pas ou ça marche, pardon. Et point final. Or, on sait bien que c'est pas comme ça maintenant. Donc, c'est quelle culture donner aux gens qui leur permettent de penser réseau, de penser complexe. Alors, c'est une question qui reste entièrement ouverte. Bon, je participe aux travaux de l'IPS, de l'IPBES en français, où il y a 2 évaluations en cours pour le moment, une qu'on appelle le Nexus Assessment, qui est l'évaluation des liens qui existent entre biodiversité, eau, nourriture et santé. Donc déjà, on se dit, voilà, il n'y a pas qu'un problème d'effondrement de la biodiversité, il y a un lien entre tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est un premier niveau de complexité. Mais parallèlement, il y a une autre évaluation qu'on appelle le Transformative Change Assessment, où la seule question posée, c'est comment faire pour engager des changements transformatifs dans nos sociétés. C'est-à-dire pour arriver à ce que les gens puissent changer de paradigme. J'ai vu que vous aviez fait une fresque, enfin je ne sais plus qui a fait une fresque d'une seule santé. Ça me paraît une très bonne idée parce que j'ai été fresqué sur la fresque du climat.
je suis prof d'écologie, donc tous les éléments de la fresque, je les connaissais, mais voir avec des gens qui n'ont pas l'habitude les choses s'étaler sur une feuille, de voir tout le réseau relationnel que ça représente, toutes les incertitudes qu'il peut y avoir là-dedans, j'ai vu des gens transformés, complètement transformés, y compris un maire, pourtant de droite, pourtant bien réac, qui est rentré dans sa ville, et enfin dans sa petite ville, c'est Piré, qui a dit bon, on efface tout, on remet tout à plat. Donc je pense qu'il y a les jeux sérieux, les outils qui sortent de l'éducation traditionnelle, où il y en a un qui sait puis l'autre qui ne sait pas, c'est probablement des leviers puissants. Mais la question reste ouverte, c'est de comment faire ça et comment persuader aussi les gens et les décideurs de l'incertitude et comment la gérer. Parce que c'est une composante de ces approches systémiques. Voilà. Moi, je voulais éventuellement juste préciser une petite chose, mais effectivement, tout a été dit. Donc, et puis, moi, je n'ai pas forcément beaucoup de recul dans ces domaines-là encore, donc je vais pas redire en moins bien ce qui a été dit. C'est juste pour préciser que, en fait, même en écoutant parler Patrick et Aurélie, là, ça conforte encore plus, s'il en était besoin, l'importance de l'éducation et des éducations A, ce type d'éducation qui, voilà, enfin, je vous l'ai dit, qui va toucher, prendre en compte les valeurs. Et je voulais juste dire que ça, effectivement, tous ces phénomènes-là prenaient forcément du temps. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on ne va pas pouvoir contraindre trop. Voilà, parce qu'il faut le temps de chacun de prendre conscience et d'agir, de se mettre en action. Enfin, bon, bref, et puis aucun de nous n'est pareil pour ça. Donc, en fait, voilà, il faut faire preuve de tolérance et accepter l'incertitude, le temps que ça prend. Enfin bon, voilà tout ça. Et je voulais juste dire que les éducations A, il y a une caractéristique aussi qui leur est propre, c'est que ça ne concerne pas que les enfants. Comme on pense souvent à éducation, on pense enfants et on se dit que du coup, il va falloir attendre encore une génération pour que cette nouvelle génération soit peut-être plus apte à travailler dans le collectif, à accepter l'incertitude et tout ce qu'on a dit. Mais que non, les éducations A, et c'est aussi une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles concernent tout autant les adultes et l'éducation tout au long de sa vie. Et donc, c'est en cela peut-être aussi qu'elles sont un espoir de changer peut-être avant, ou de se mettre en mouvement avant l'arrivée de la prochaine génération. Merci beaucoup pour ces réponses. Des questions à Émilie, du coup, par rapport au jeu des énigmatiques. Donc, on a une question de Nathalie Castellane du CPI Tartouvain. Je me porte saluer, Nathalie. Bon, tu as répondu, je crois, Émilie, sur le fait que le jeu pouvait être dématérialisé, accessible, mais la question était aussi qui peut y avoir accès. Est-ce que c'est un accès à tous ou plutôt aux professionnels voilà. Et on avait aussi une question, avant que tu répondes, Émilie, sur la réponse à l'énigme. Donc, je crois que tu as répondu dans le chat, mais voilà, peut-être le dire pour tous les participants. Alors, pour la première question par rapport à la diffusion de l'outil, moi, je n'ai pas de frein à la diffusion de cet outil. On a été financé pour le faire. Et aujourd'hui, voilà, il y a des choses dématérialisées. Après, c'est un peu à moi, parce que forcément, quand on fait l'outil pour soi, c'est une chose. Quand on le fait pour d'autres, c'est autre chose. Donc après, ça va être à moi de ranger un petit peu tout ça et de faire une sorte de règle du jeu, entre guillemets. Mais ça aussi, je pense que ça... Enfin, voilà. Après, moi, il faudra que j'en discute avec l'ARS, puisque c'est l'ARS qui l'a financé aussi, de voir comment on peut le diffuser, de quelle manière, mais il n'y a pas de frein aujourd'hui à ce qu'il soit diffusé. Et voilà, la seule chose, c'est que les personnes auront à acheter le matériel dont on a besoin pour faire le jeu, mais voilà, aucun problème pour moi pour le diffuser, juste voilà, noter peut-être qui l'a fait, mais enfin, quelle structure, et dans le cadre du financement de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et la deuxième question, oui, je voulais vous laisser chercher l'anagramme, c'était États-Unis, en rapport avec la ville de Lyme. Voilà, c'était juste le petit truc qu'ils arrivent bien à trouver, ça n'a jamais posé de souci. Ok, merci. Et on avait une question aussi de Mylène Rey, de la délégation départementale de l'ARS dans les Tarn, qui demandait par rapport à cette action du escape game des énigmatiques,
dans les collèges, comment tu pensais qu'elle était intégrée dans une démarche globale, une seule santé? Est-ce que c'est au sein du collège ou au sein du territoire? Alors, je vais être très franc, je ne connaissais pas ce concept avant qu'on m'invite à participer à ce webinaire. Donc, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est, j'ai l'impression, je m'avance un peu, je crois qu'il n'y a personne de notre territoire dans la vidéo. Moi, je connais pas de dynamique One Health en Corrèze, en Limousin, alors en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, j'ai cherché vite fait là sur Internet, voir justement s'il y avait des choses. Donc, je ne vois pas trop comment répondre à cette question. Il n'y a pas de dynamique, une seule santé sur le territoire. Si ce n'est qu'après, je pense que le jeu montre clairement le lien entre les habitats qu'on a sur notre territoire et l'impact, les habitats prophysotiques et l'impact que ça peut avoir sur notre santé. On est vraiment amené à... c'est aussi l'intérêt d'avoir ce volet biodiversité dans notre structure et de pouvoir faire le lien. Mais après, voilà, il n'y a pas de dynamique, de démarche globale, en fait, au sein de notre territoire. Je ne sais pas si ça répond à la question correctement. On avait aussi une question d'Estelle, du coup, François, pour Patrick, par rapport toujours au projet Carélie. Quel a été l'accompagnement, la méthodologie pour les réunions de ce projet? Et est-ce que vous avez eu recours à la médiation, par exemple? Alors non, on n'a pas eu recours à la médiation, du moins pas une médiation en tant que telle, mais quelque part, les scientifiques ont joué le rôle de médiateur. C'est-à-dire que face à comment dire, au fait que les arguments des uns et des autres n'étant pas fondés scientifiquement, ils ont vite admis que quelque part, ça serait bien d'avoir des éléments de preuve. Et donc, ils se sont constitués pour les apporter. Donc, ça a été le démarrage. Alors après, pour la gouvernance, la manière dont on s'est réunis, on a pondu très vite une charte déontologique qui consiste à dire on est dans Carélie pour ce qu'on apporte, pas pour ce qu'on y prend. Donc ça, c'est le premier point. Donc, ne fait partie du consortium Carélie que quelqu'un qui y apporte quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'importe pas dans Carélie les débats nationaux, chasseurs, LPO, etc., parce que là, on est vite dans l'impasse aussi, on ne peut rien faire. Bon. Donc, on s'abstrait de ça, donc on est sur une discussion qui a des fondements scientifiques. Alors, c'est là que le rôle de casque bleu des scientifiques est important, parce que là, nous, on n'est pas là pour prendre parti, on est là pour être des garants de la rationalité du débat. En gros, des travailleurs de la preuve. Est-ce que ce qu'on dit est prouvé ou pas? Alors, on peut tout dire dans ce cadre-là, mais si ce n'est pas prouvé, c'est une hypothèse. Si c'est une hypothèse, il faut qu'il y ait un protocole pour la prouver. Donc, c'est un peu ce mécanisme-là. Donc, il y a cette charte de déontologie. Et puis après, ça s'est constitué assez rapidement parce qu'à partir de là, c'est devenu finalement assez technique. Il n'y avait pas de débat de principe. Donc, on a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le politburo. Bon, ça, c'est pour rigoler, mais enfin, le mot est passé dans les mœurs maintenant. En gros, on est 4, 5 dans le politburo, c'est-à-dire un représentant du monde agricole, un représentant du monde naturaliste, un représentant du monde des chasseurs, et puis 2 scientifiques, un sociologue, et puis moi-même en tant qu'écologue. Bon. Donc là, c'est en gros l'exécutif de Carélie. On a ce qu'on appelle le COTEC, donc le politburo est en gros l'exécutif du COTEC, le COTEC pour comité technique, hein, où là, tous ceux qui apportent quelque chose à Carélie peuvent y être représentés. Ils sont. C'est-à-dire, c'est les individus qui travaillent dans Carélie, ceux qui font les observations, les organismes qui font les observations, c'est tous ces gens-là. Donc là, il y a une trentaine de personnes. Et puis, vous avez le COPIL, lui, qui ne se réunit qu'une fois par an, qui est le COTEC plus les financeurs. Alors là, bon, c'est uniquement pour des questions de bilan et de finances, c'est en septembre en général pour préparer les budgets. Alors, il faut dire que Carélie est soutenu, du coup, ça n'a pas été facile, mais enfin, est soutenu par le contrat de massif du Jura. Donc, vous voyez, c'est une structure supra-administrative au sens où on est transversal par rapport aux tuyaux, agriculture, DRAF, DREAL, etc., etc. Ça, c'est important parce que quand on a commencé à travailler sur Carélie, on a essayé d'obtenir de ces tuyaux une activité transversale. Ça a été absolument impossible. Alors, à chaque fois, on a de la bonne volonté, mais à chaque fois, c'est le ping-pong. Hein. C'est pas nous, c'est les autres. Quoi. Ah oui, mais
Nous, on est l'agriculture, on n'est pas là pour l'échinococose. Nous, c'est la santé, on n'est pas là pour l'agriculture. Et puis, de toute façon, c'est de la recherche, vous n'avez qu'à avoir le ministère de la Recherche. Donc, c'était le jeu de ping-pong. Donc, il a fallu, là, que je mette tout mon poids, bon, parce que j'ai un passé quand même dans le genre de projet dans la région, en montant au niveau politique, pour que d'un côté, la région dise, bon, ça suffit, maintenant, on finance et on ne s'occupe pas des services qui financent. Bon, ça, on a une grosse part de financement régional, la région de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis l'autre part, c'est le contrat de massif. Donc, du coup, c'est la préfecture, mais dans sa composante territoriale et pas dans sa composante administrative. Et là, qui sont très enthousiastes. Hein. On a eu le COPIL il n'y a pas longtemps. Ils étaient là, ils étaient contents parce qu'ils voyaient qu'on pouvait faire bouger les choses, puis que les mentalités pouvaient changer. En fait, on n'a pas d'hostilité par rapport à ça. Simplement, les gens ne savent pas faire, quoi, c'est tout. Merci. Et puis surtout, le décloisonnement est quand même un vrai problème dans le monde chez nous. Et oui. Alors, pour vous donner une idée des coûts, c'est quand même à peu près plus d'1 million d'euros sur 7 ans, hein, le budget. Ok. On avait une dernière question sur le. Et après, on va conclure parce qu'on va pris par le temps, sinon. Par rapport au jeu gothique, est-ce qu'il est déjà accessible? Est-ce qu'il est diffusable? Est-ce qu'il est en cours de création? Alors, il y a un prototype qui n'est pas accessible encore, il est en cours de création, donc c'est un travail que Estelle pilote avec tout au niveau du groupe de travail qui est hébergé par la MSH. Et donc, on devrait avoir une version jouable dans quelques mois. Et là, on verra en fonction des attentes, comme dans ce groupe de travail, il y a pas mal d'opérateurs de terrain quand même, et puis des collectivités, des institutionnels. On verra, il faut qu'ils répondent à des besoins. Enfin, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit utilisé, ce jeu. Mais les modalités vraiment de mise à disposition ne sont pas encore bien définies. On va faire ça chemin faisant, sachant que pour l'entreprise privée, la BioViva qui crée le jeu avec nous, c'est compliqué parce qu'eux ne sont d'habitude pas dans ce type de modèle économique. Eux, ils commercialisent des boîtes de jeux de jeux de société. Donc, il y a des choses aussi à ajuster avec BioViva. Mais voilà, s'il y a s'il y a des besoins et que le jeu peut répondre à cette demande, on le rendra accessible, on diffusera de l'information par rapport à ça. Ok, merci beaucoup, Aurélie. Bon, allez, je prends la dernière question, mais Patrick est en train d'y répondre. Voilà, c'était pour monter un polybureau dans les départements ruraux où il n'y a pas d'université, comment mobiliser les chercheurs. C'est une personne qui est dans les départements de la Lozère et de l'Ardèche. Bon, là, c'est une question difficile parce que forcément, je pense que le département n'est pas à la bonne échelle, c'est-à-dire qu'une université, elle fonctionne au-delà des départements. C'est-à-dire que si vous avez une université, je ne sais pas moi, pour nous à Besançon, elle est bien, enfin, localisée à Besançon, il est bien évident qu'elle va travailler sur les autres départements aussi. Par contre, la question, c'est et des modalités de la recherche. Et ça, c'est pas très facile aussi parce que les chercheurs sont pris dans un système double qui est celui des injections institutionnelles qui disent il faut que vous publiez dans des revues internationales de très haut niveau et comme ça vous serez financé. Donc les financements dépendent de ça. Et puis de l'autre côté, on a une autre injonction qui dit il faut que vous soyez socialement inséré, ça veut dire qu'il faut que vous passiez beaucoup de temps, ça revient à ça quand même, à expliquer ce que vous faites aux gens et à travailler avec eux. Alors, il se trouve que dans le groupe que j'anime, c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est qu'on a toujours su faire le grand écart entre les deux. Donc, tout va bien. Mais là, c'est très dépendant des individus qui font la recherche. Hein. La recherche, on nous fait croire souvent que la recherche, c'est quelque chose de top-down. C'est pas vrai. Ça peut être un peu top-down par les financements qu'on donne ou qu'on donne pas, mais les idées, elles viennent pas du haut, elles viennent du bas. Donc, si vous n'avez pas des chercheurs qui sont motivés à faire quelque chose qui va dans le sens qui vous satisferait, eh ben, ça ne se passera pas. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de contacts personnels, de convictions aussi, hein, j'allais dire, sur ce que doit être la recherche, qui font que ça marche ou ça ne marche pas. Mais je crois qu'il faut arrêter de penser que les structures font tout. Tout ce que j'ai pu faire moi dans ma carrière, j'allais dire, c'est malgré les structures, en tout cas à travers les structures. Et c'est peut-être ça qu'il faut
dont il faut avoir conscience pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Bon, ça va pas vous donner la solution au problème de la Lozère, mais il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui viennent en Lozère et puis qui aient plaisir à travailler avec les paysans du coin, quoi. En clair, c'est ça, hein. Ben, ça doit pouvoir se trouver, je pense. Ça doit se trouver. Alors, on a bon, cette situation particulière de la Franche-Comté a permis, par exemple, de créer ce qu'on appelle la zone atelier arc jurassien. C'est des zones ateliers, ça existe au CNRS. C'est-à-dire, c'est des portions de territoire qui essaient de combiner les compétences de la recherche pour régler des problèmes, ou en tout cas pour éclairer les problèmes territoriaux. Donc ça, c'est intéressant. C'est une labellisation du CNRS. Ça permet peut-être de focaliser un petit peu plus l'attention du monde de la recherche sur certaines thématiques. Il faut en profiter, mais à chaque fois, il faut faire feu de tout bois, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles très faciles à vous dire. Il n'y a pas de recette, c'est ça que je veux dire. Par rapport à ça, juste un petit complément, je pense que les maisons des sciences de l'homme, justement, peuvent être de bons relais. Aussi, Donc, absolument. Qui font se rencontrer voilà, des acteurs publics, des acteurs associatifs, des chercheurs. Il y a différents dispositifs. Donc, pour la Lozère en particulier, je vous invite à nous contacter à la Maison des sciences de l'homme Sud, à Montpellier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'était une question qui vous concernait, Aurélie. Vous êtes attendue en Lozère, du coup. Bon, ben, on vous remercie en tout cas grandement, toutes les intervenantes et Patrick. Un grand merci aux participants. Voilà, on vous a mis le lien vers le questionnaire d'évaluation. Je vous l'ai envoyé aussi par mail suivant. Mais écoutez, donc, pour rappel, vous aurez tous les documents sur le site du DRAPS avec le replay de la matinale. Voilà, et on vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le programme des prochaines matinales et à vous y inscrire. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.